l'échec a énormément de choses à nous This dire, meeting is being à recorded. condition qu'on prenne le temps et qu'on l'interprète. Alors, avant de donner la parole aux intervenants, je vais vous dire quelques mots donc sur le programme que j'ai la joie d'animer depuis presque 2 ans. Donc, Chaim Rabim, je vous l'ai dit, en hébreu, Chaim, ça veut dire la vie, sauf qu'il n'y a pas de traduction pour dire une vie en hébreu, c'est des vies. Et c'est ça qui m'a touchée et pourquoi j'ai nommé le programme comme ça, parce que en hébreu, en Israël, dans la culture juive, en fait, on sait tous qu'on a plusieurs vies à vivre. Et j'ai la joie d'accompagner chaque mois des personnes qui veulent découvrir toutes les facettes de leur personnalité, qui veulent explorer des nouvelles vies, qui veulent se réinventer ou tout simplement qui veulent avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes, devenir acteurs et actrices de leur destin, ne plus subir les choses et apprendre en fait à piloter leur vie dans la prise de décision, savoir utiliser leurs intuitions, savoir s'écouter, écouter leur corps et voilà, et trouver ce qui donne du goût à leur vie. Alors, la mission du programme, c'est tout simplement d'aider les participants à avoir une boussole. Alors, une boussole, c'est quoi? C'est un cap. C'est trouver ce qui leur donne du sens. Alors, pour certains, c'est un travail. Pour d'autres, ça va être une activité, un loisir. Pour d'autres encore, ça va être de prendre un sac à dos et d'aller faire les tours du monde. Peu importe, en fait, pour nous et pour l'équipe des coachs, ce qui est important, c'est d'être bien, d'être aligné et que la vie ait du goût, surtout en ce moment où il faut un peu plus lutter que d'habitude, mais je vous assure, on y arrive. Voilà. Alors, je vais vous dire juste quelques mots sur en quoi ça consiste. Donc, le programme, c'est un programme qui est online sur Zoom. C'est pour ça qu'il est suivi à la fois par les Français et les gens qui sont en Israël. Pendant 7 semaines, donc, on se pose des questions existentielles. Et tout ça, c'est pour vraiment pouvoir passer à l'action. Alors, la première semaine, on se demande qui suis-je et on essaye de se définir ou de se redéfinir. La deuxième semaine, on travaille sur ses compétences et ses talents. On essaye de scanner toutes ces expériences passées et d'en extraire là où on est bon et là où on a envie d'être utile et d'exercer son pouvoir, son talent. La troisième semaine, on travaille sur ce qui nous fait vibrer, les domaines, les centres d'intérêt. Donc, c'est vraiment une exploration, une enquête. Et la quatrième semaine, on travaille sur tout ce qui nous empêche. Donc, les blocages, les sabotages, les peurs, voilà. Alors, je suis très heureuse ce soir parce que je vois plein de têtes connues d'anciens participants au programme. Pour ceux qui se souviennent, la semaine 4, c'est une semaine parfois qui se fait dans la douleur, mais qui est ô combien apprenante sur soi, sur ce qui nous empêche de pouvoir larguer les amarres pour aller vers ce qui donne du sens. Et puis la dernière semaine, on se construit un projet, une feuille de route et on passe à l'action. Voilà. En quoi consiste le programme Chaim Rabim? Donc, le prochain départ a lieu le 30 janvier, donc dans pas longtemps. Et le rapport, en fait, entre le programme et l'échec, il est extrêmement simple. C'est tout simplement que quand on a envie de reprendre sa vie en main, quand on a envie de sortir des rails, comme je le disais tout à l'heure, d'exercer, comme dit le philosophe Charles Pépin, son audace personnelle ou existentielle, il y a toujours une notion de prise de risque. Et dans la prise de risque, il y a parfois une notion d'échec. Et si on a peur de l'échec, en fait, on ne fait rien. Et la simple pensée, en fait, qu'on va peut-être se planter,
je l'ai vu et je le vois au quotidien, fait que on ne va pas y aller. Et voilà. Et donc, moi, ce que j'ai envie de porter ce soir comme message, c'est que pour moi, en tout cas, il faut se planter, il faut rater, parce que ça voudra dire qu'on a pris des risques et qu'on a tenté quelque chose. C'est sûr que si on est tout le temps au même endroit, salarié, etc., bon, il n'y a pas vraiment de risque d'avoir un échec, mais on peut avoir un sentiment de ne pas avoir pu se découvrir et s'aligner. Voilà. Alors, en première partie, je voudrais en fait qu'on définisse ensemble c'est quoi en fait un échec. Parce que en interviewant mes intervenants, je leur ai posé la question, est-ce que tu as vécu un échec? Et la première des choses qui m'est venue, c'était que certains ne le nommaient pas comme ça. Alors, il y avait des personnes qui m'ont dit, mais non, c'était pas un échec, c'était une déception, c'était une expérience, etc., etc. Et ce qu'on peut déjà dire sur l'échec, c'est que c'est pas une vérité objective. C'est pas comme par exemple, et on va le voir avec Steve Kalfa dans le cas des castings, où quand on passe un casting, soit on est pris, soit on n'est pas pris. Dans les expériences de vie, ce qui détermine d'abord l'échec, c'est le ressenti. C'est nous-mêmes de l'avoir vécu comme tel. Euh, donc, j'aimerais donner la parole à mon premier intervenant de la soirée, qui est Boris. Alors, Boris, je vais te présenter en quelques mots. Donc, tu t'es installé en Israël depuis Paris il y a 5 mois. Tu as un parcours hyper prestigieux, tu as occupé des fonctions incroyables à des directions de marketing, de commercial, des directions générales chez L'Oréal, La Durée, chez LVMH. Tu t'apprêtes à prendre la direction générale d'Estée Lauder en Israël et pourtant, tu considères que tu as vécu des échecs. Alors voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours de vie et pourquoi tu les as ressentis comme tels? Salut Nathalie, merci pour ton invitation. Salut à tous et tous. Louba, Emmanuel, Ayelette, un petit coucou. Euh, Merci pour cette invitation et puis merci pour la question. C'est une question qui peut être perçue comme épineuse, mais qui est hyper intéressante à traiter en fait, à titre personnel et professionnel. Et comment je définirais l'échec? C'est une situation. C'est une situation qu'on a pu vivre. C'est une situation qu'on a pu vivre dans le domaine personnel ou professionnel. C'est une situation qui a laissé des traces au goût amer, souvent. Et si j'ai vécu des échecs personnellement, bien sûr, et heureusement, je dirais, et plusieurs en fait. Euh, je dirais peut-être simplement en introduction que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on réagit à tout ça. Comment on réagit dans le temps à ces situations qui peuvent, dans un premier temps, paraître compliquées, pour transformer ces échecs en apprentissage, en moments qui vont nous faire rebondir. Et ce n'est pas forcément très simple. Je pense qu'on apprend, on apprend dans le temps de ces échecs et on continue. Et des années après encore, à condition de pouvoir se relever, on a quelque chose à en tirer. On est vraiment dans une logique du verre à moitié plein, à moitié vide, pour moi. Bon, effectivement, je vais prendre un exemple. En particulier, c'est mon passage chez LVMH. Euh, j'ai fait un parcours qui m'a fait plutôt passer par des boîtes de cosmétiques, qui m'a fait prendre après la direction de la maison La Durée au niveau mondial. Et j'ai été contacté par le groupe LVMH pour intégrer la division des vins et spiritueux d'LVMH. C'est Moët Hennessy, c'est la division Moët Hennessy. Et donc, j'étais en charge de tout le portefeuille des vins, en fait, pour le groupe LVMH. Donc, c'est pas rien, c'est très beau, c'est très chouette. C'est des domaines viticoles qui se trouvent en Argentine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Tibet, en Espagne. Un portefeuille de dingue, absolument incroyable. Des voyages comme on peut les imaginer. En Voilà. business class? Ouais, en business class, avec tout le confort qui Je te va vois avec. bien là avec ta coupe de champagne. C'est ça, c'est ça.
Et puis non, c'est une boîte aussi. LVMH est un groupe merveilleux, hein, leader mondial du luxe, etc., etc. Je ne vais pas faire la pub pour ce groupe. Il n'en a pas besoin, il est incroyable, qui offre des opportunités de parcours fabuleuses. Naturellement, je serais plus entré dans ce groupe-là par le biais des marques cosmétiques. Il y en a pas mal, hein, des belles, Dior, Guerlain, Givenchy. Mais voilà, j'ai été contacté pour la direction du portefeuille des vins du groupe. Sujet super intéressant, mais sujet un peu compliqué pour plusieurs raisons. Je ne connaissais pas ce monde magnifique des vins, super riche, mais hyper traditionnel et conservateur. Deux, je ne connaissais pas Moët Hennessy, ce groupe, en fait, très performant, très élégant, mais tellement éloigné de qui je suis et d'où je viens. Non pas que je ne sois pas élégant, mais ce n'est pas à moi de juger, mais avec des codes, en fait, qui m'échappaient pas mal. Et au même moment, d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'avais pris la présidence d'une association non-profit pour la diversité et l'égalité des chances en France qui s'appelle le Club 21e siècle, qui justement lutte pour la promotion positive de la diversité. Donc j'étais dans cette espèce de décalage, de conflit intérieur. Et puis sur une catégorie, les vins, qui en fait est perçue depuis pas mal de temps au sein du groupe comme un sujet qui est très épineux parce que beaucoup moins rentable que les copains des grandes maisons de champagne. Vous les connaissez, c'est Veuve Clicquot, c'est Ruinart, c'est Krug, beaucoup plus technique. Et moi, j'arrive en fait avec une expérience qui n'a rien à voir de tout ça dans cet univers. Bon, bref, même pas peur, j'y vais, je fonce, j'aime bien ça, je ne suis pas du tout allergique au risque. Ça me nourrit même pour tenter des nouvelles aventures, des nouvelles expériences. Et c'est même un moteur depuis des années. Et puis, tout simplement, la greffe n'a pas pris. La greffe n'a pas pris. Et puis, j'ai mis du temps à tenter de comprendre. Je cherche encore à comprendre exactement, mais je commence à comprendre les contours de ce qui s'est passé. Je n'ai pas réussi à fédérer, à embarquer déjà, comme j'avais pu le faire dans mes jobs à responsabilité précédents, alors que c'était plutôt carrément une force. Je suis perçu comme quelqu'un de fédérateur, qui embarque, etc. Bon, là, je sais, bizarrement, ça ne fonctionnait pas, ça ne matchait pas, ça ne prenait pas. J'étais moi-même pas à l'aise dans ce rôle. C'est difficile de l'accepter, c'est même difficile à formuler, mais c'est vrai, j'étais pas à l'aise et ça se voyait en fait. Ça se voyait, je tentais d'esquiver certaines réunions, voire certains voyages, pourtant dans des domaines absolument dingues, avec des grandes tables et des grands vins qu'on nous servait. Bref, mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec pas mal de mes homologues des autres grandes maisons de champagne. Pourtant, des personnes fort sympathiques, mais à qui je ne trouvais rien à dire, avec lesquelles en fait ça matchait difficilement. C'est pas que ça matchait pas, mais j'étais pas dans mon univers tout simplement. Et puis Et est-ce que en fait, Boris, on dit souvent que l'échec, il faut qu'il nous ressemble. ouais. C'est-à-dire, est-ce que mon échec parle de ma singularité ou est-ce que mon échec parle de mon conformisme? Et il me semble que dans ce que tu racontes, c'est que finalement, tu t'es imposé tel que tu es au Hmm. niveau de tes valeurs, et du coup, bah, c'est un échec qui te ressemble. Ah, ouais, c'est un échec en fait qui me ressemble. Et je pense que tu sais que tu posais cette question de l'objectivité. Est-ce qu'on peut être objectif par rapport à un échec vécu? Alors, je ne sais pas si je suis objectif, mais je pense, pour reprendre un peu la suite de ta question, je pense que j'ai voulu me tester en allant en Hmm. fait, en allant m'essayer dans un domaine, dans un secteur et dans une entreprise qui était aux antipodes de ce que j'étais profondément, pour enfin comprendre comment me réaliser vraiment. J'ai eu un parcours plutôt, voilà, j'ai progressé, j'ai avancé dans les différentes boîtes que j'ai pu fréquenter. Je me suis à chaque fois éclaté en me réalisant dans la culture de la boîte donnée et sans émettre aucune critique par rapport au groupe LVMH, ce n'est pas du tout le sujet. Ça n'a pas matché, ça n'a pas fité. Euh, Ok. et Et je devais en passer par là, certainement, pour pardon, là, vous m'entendez? Tu excuse-moi. m'entends? Ouais, Ouais. ouais. J'ai dû en passer par là pour comprendre que ce n'était pas moi, que pour aider à me comprendre en fait et à me trouver et à me retrouver du coup en Israël. J'ai fait mon alia, comme tu l'as dit, il y a 5 mois, dans un contexte, dans un univers qui me ressemble tellement, tellement, tellement plus. Et cette démarche, mais on en parlera, je crois, après, cette démarche en fait n'aurait pas été possible si je n'étais pas passé par ces différentes étapes
assez compliqué quand même sur le moment, hein, c'est pas rien. C'est dur de se prendre tout ça dans la figure, mais ça m'a étrangement libéré d'un carcan et je pense que c'était nécessaire. Euh, Au final, pour dire que je pense pas, enfin, c'est facile de dire que c'est pas un échec, que c'est voilà, que c'est une expérience, que c'est, mais je le pense sincèrement. Je pense que je pense que sincèrement qu'aujourd'hui, je vois cette expérience et le fait de pouvoir en parler assez librement, c'est, je pense, un signe plutôt positif. C'est, je me dis, OK, on n'est pas des machines. Il faut passer par ces moments compliqués. On peut rester dans des jobs en fait où on se sent en confort. On peut y rester des années, faire son trou. On en connaît plein des gens qui finalement ne cherchent pas à se réinventer. Et moi, cette expérience m'a permis de me poser des questions, d'aller me chercher au fond de moi-même, de poursuivre ma quête, comme j'aime à le dire. Et cette quête, je la poursuis dans un autre pays, en Israël, pour me réaliser différemment. Et so far, so good. Ça fait 5 mois qu'on est ici en famille, Et avec ma Boris, femme. est-ce que tu dirais que réussir son échec, c'est l'analyser? Est-ce que tu as dû prendre du temps à un moment donné pour te poser et essayer de mettre les choses en perspective? Alors, c'est super intéressant comme question parce que je ne dirais pas que je l'ai analysé au sens où j'ai pu analyser des Ouais. business cases dans le boulot. C'est plus, dans mon cas, c'est très personnel, hein, mais comme l'est l'échec, je pense, pour chacun d'entre nous, dans mon cas, c'est beaucoup plus intuitif. Et Hmm. c'est beaucoup plus en fait par recoupement de situations que j'ai pu vivre dans le passé et de ce que je peux vivre aujourd'hui, mais à la lumière de ce que j'ai pu comprendre en passant par LVMH et à la lumière de ce que j'ai pu comprendre par mes échecs précédents. Mais je dirais que D'accord. mes échecs précédents ont été moins vertueux dans le sens où ils ont été moins violents. Donc là, le gap, le décalage que j'ai pu ressentir en fait sur cette expérience professionnelle, m'a permis de comprendre un peu plus, pas complètement encore, mais je suis en chemin, un peu plus qui j'étais et comment je pouvais me réaliser personnellement et professionnellement. Donc, Alors, c'est en des grands fait, mots, tout ça. C'est des grands ce mots que, et c'est pas simple, hein, mais ouais. voilà, je suis en bonne voie. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, plus tu as eu des échecs et mieux tu les as vécus, en fait. Et voilà, c'est-à-dire que ça a été de mieux en mieux dans l'expérience de l'échec. Dans la mesure où ils ont été plutôt tous relativement différents, oui, je serais très Hmm. inquiet par rapport à moi-même si en fait il s'agissait d'échecs, mais répétitifs pour une raison identifiée, Ah identique. oui, ah Là, oui. ça serait quand même, ça serait un peu plus emmerdant. C'est pas le cas, je crois pas. Euh, je pense que c'est, je, alors je ne parlerai pas d'un cumul d'échecs. J'ai pas non plus passé ma vie à me rétamer et enchaîner les gadins, heureusement. Hmm. Mais j'ai le sentiment d'avoir pu à chaque fois, ici et là, prendre des petites leçons de ces échecs successifs. Hmm. Et heureusement qu'on connaît des échecs, mais je connais tellement de personnes autour de moi qui sont intelligentes, sympathiques et tout ce qu'on veut, mais qui n'admettent simplement pas être en situation d'échec ou qui n'admettent pas pouvoir se planter. Et dans ce cas-là, typiquement, en fait, des amis qui sont français, qui sont juifs en France et qui se posent la question de venir faire leur alia, euh, mais qui n'osent pas pour des raisons objectives, ok, et pour des raisons subjectives, beaucoup. Euh, je me rappelle quand j'étais chez L'Oréal, en fait, j'ai passé 12 ans, 13 ans chez L'Oréal, je me suis éclaté, j'ai tout appris dans cette boîte qui m'a formé. J'ai un bébé L'Oréal, comme on dit souvent, mais j'ai eu un mal de chien à quitter la boîte parce qu'il fait froid dehors, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la Parce zone de que confort. complètement. Et puis c'est des cultures d'entreprise très fortes qui te font comprendre que va pas chercher ailleurs parce que ça sera compliqué, tu verras. On est quand même très, très, très bien chez nous. Et c'est vrai qu'on est très bien parce qu'une fois que tu as réussi à faire ton trou et à montrer que tu es résilient, parce que les résiliences comptent beaucoup dans les univers corporate, c'est pas forcément les meilleurs qui sont récompensés, hein, il faut bien se le dire, hein. C'est ceux qui réussissent à tenir le coup le plus longtemps possible et à courber les chines aussi quand il faut. Il faut un peu de talent, mais vraiment pas que ça. Bon, quand j'ai réussi à franchir le pas et à aller voir ailleurs ce qui se passait, ça m'a vraiment aussi libéré d'un carcan. Donc, à chaque fois, je tente de lire ce qui m'arrive par le biais positif, en fait, sans être naïf, sans être bisounours, mais en me disant, la vie est longue, il faut remettre les priorités à leur juste place. Euh, Aujourd'hui, je comprends un peu mieux où elles sont mes priorités, et puis je m'assume certainement aussi un peu mieux dans la OK. façon dont je souhaite me réaliser. Merci, merci Boris. Alors, toujours sur le thème de
la subjectivité de l'expérience de l'échec. Est-ce que c'est blanc ou noir? Est-ce que c'est j'ai raté, j'ai réussi? Est-ce que c'est aussi clair que ça? J'aimerais donner la parole à Anne-Laure qui est avec nous. Alors, Anne-Laure, c'est une entrepreneuse depuis 6 ans, je crois. Avant, elle a une longue carrière dans le domaine de la conception d'applications mobiles. Et depuis voilà 6 ans, elle a créé sa boîte, une marketplace qui a mis fin aux arnaques, qui s'appelle Do You Know. Elle est passée sur pas mal de journaux télévisés en France, notamment chez BFM. Bon, à côté de ça, elle prend des risques, elle apprend le métier de scénariste et elle se passionne dans le cinéma pour la production. Alors, Anne-Laure, quand je t'ai appelée pour t'interroger, tu as été quasiment la première à me dire mon échec n'est pas celui qu'on croit et c'est pas aussi voilà, c'est pas aussi clair. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu vis en ce moment et où tu en es? Oui, bien sûr. Alors, tu parlais du ressenti de l'échec et effectivement, c'est totalement subjectif la manière dont on va chacun ressentir ses échecs. Moi, ça fait donc effectivement, j'ai créé une société il y a 6 ans, j'ai investi énormément d'énergie, de passion, de temps et depuis quelques mois, la société, est en déclin et donc je suis, évidemment, très proche, du dépôt de bilan et en fait, c'est très intéressant de découvrir la manière dont on réagit face à ces situations et tant qu'on ne les a pas vécues, on ne sait pas comment on va réagir et moi, je me rends compte que, l'échec, ne me diminue pas. C'est-à-dire ni au niveau, personnel, ni au niveau, professionnel. C'est-à-dire que évidemment, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai foiré et où ça a foiré et ce qu'il faudrait que je change la prochaine fois, mais ça n'atteint absolument pas la confiance que j'ai en moi et C'est-à-dire que donc tu n'es pas ton échec. C'est pas parce que tu as raté que tu es une ratée entre guillemets. exactement, ça ne définit absolument pas qui je suis et je vois que, autour de moi, mon entourage le vit, plutôt mal, enfin tout ce temps passé, tout cet investissement mais à aucun moment, je ne regrette ce qui s'est passé pour moi. Si c'était à refaire demain, je le referais En fait, et tu me disais que même dans la boîte, vous n'êtes pas sûr en fait de son avenir. Et toi, tu te dis, c'est formidable, les 6 ans que j'ai passés, j'ai tellement appris. Et d'autres personnes, pour eux, c'est une catastrophe, en fait. Ils ne le voient pas. Comment on peut, à ce point-là, réagir de manière aussi différente au même événement? Comment t'expliques Mais ça? comme tu le disais, c'est vraiment une question de ressenti. On est tous différents. Moi, je ne savais absolument pas comment j'allais réagir face à l'échec. C'est juste face à l'échec, je me rends compte que, je suis forte, que je ne Résiliente. résiliente, enfin je ne me démoralise pas, au contraire, je vois vraiment, ce que j'ai appris, ce que ça m'a appris et ce que je veux en faire, en fait, ce que je vais faire, prochainement et comment je vais me servir. C'était créer cette société, ça a été un tremplin exceptionnel, même si l'aboutissement n'est pas tel que je l'aurais imaginé, c'est quand même exceptionnel. Et la deuxième chose que je vois aussi, c'est que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, quand on a vécu un premier échec, c'est-à-dire que moi, ma société, elle a pivoté plusieurs fois. Et un pivot, qu'est-ce que c'est? C'est un constat d'échec et on essaye de repartir dans une nouvelle direction pour sauver la société. Et la première fois qu'on vit ce pivot, en fait, ce constat d'échec, on a vraiment l'impression d'avoir, pendant plusieurs mois, on a monté un roc en haut d'une montagne à main nue et on voit le roc tomber tout en bas et on se dit oh là là, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir remonter. Mais en fait, voilà, c'est là qu'intervient le ressenti. Moi, cette sensation de je vais jamais pouvoir le remonter, elle a dû durer peut-être 2 jours. Ça a été très rapide. Très rapidement, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai vécu une super expérience. Ce que j'ai fait, c'était génial. Ça n'a pas marché, mais ce roc, je vais le remonter. Et Et tu m'as dit en préparant que ça t'a mis genre une après-midi. Tu as pris une après-midi pour oui, poser, là, pour réfléchir. Et puis oui, après, ça y est.
Exactement. Mais encore une fois, ça, je ne savais pas comment j'allais. J'aurais pu m'effondrer pendant un mois. On ne sait absolument pas comment on va réagir face à l'échec. Mais je pense que si on regarde vraiment, moi je suis quelqu'un de plutôt positif, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai vécu comme ça. Ce que j'ai vu, c'est tout ce que j'ai appris. J'ai appris tellement de choses sur moi. J'ai tellement grandi. Je ne suis plus la même personne. Et donc, le refaire me paraît absolument, le retenter me paraît absolument normal. Je n'hésiterai pas une seconde. Et pourtant, quand je me suis lancée, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. J'étais très tranquille depuis 10 ans dans la même société. Comme le disait Boris, à l'extérieur, il fait froid. Donc, j'avais pas du tout envie de me lancer. Mais dans une société, on a un couvercle au-dessus de la tête. On s'en rend pas compte, mais on est protégé. On est protégé, mais on prend pas de risque. On peut pas s'épanouir du tout de la même manière. Donc, je le referai, mais 1000 fois. Waouh! Alors, tu connais la phrase de Beckett qui dit essayez encore, ratez encore, mais ratez mieux. Donc, en gros, il dit avec le temps, avec l'expérience, on continue de rater, mais on rate mieux. C'est-à-dire, quelque part, on se relève plus facilement et voilà, on est de plus en plus résilient. Merci beaucoup, Anne-Laure. Ça donne envie de se lancer. Alors, je vais donner la parole à Joseph. Joseph, tu es là. Alors, Joseph, toi, tu travailles dans le domaine des fusions-acquisitions, donc dans la finance, mais tu es également partenaire de l'Agence juive pour accompagner l'ALIA des jeunes bacheliers en Israël. Et puis, le soir, à tes heures perdues, tu es en train de mettre au point une école du bien-être mental. Alors, c'est quoi d'abord une école du bien-être mental et comment ça peut nous aider à mieux vivre nos échecs? Alors, là, déjà, on est le soir, donc c'est vrai que je vais prendre cette casquette-là. Là, le soir, c'est le bien-être mental. On n'est plus du tout dans les fusacs, là. Non, c'est pas ça. Exactement. Écoute, ça provient d'abord d'une expérience personnelle. Parce que je n'ai pas fait, moi, d'études de psychologie, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas médecin, mais mon expérience personnelle m'a amené, malheureusement, à une période qui n'est pas si lointaine, mais il y a 7-8 ans et pendant à peu près 2-3 ans, j'ai vécu une dépression quand même assez sévère. D'accord. Et qui était liée principalement à un changement de vie. Et dans ce changement de vie, m'a fait un petit peu peur et ça m'a fait sombrer dans une dépression qui est assez sévère. Maintenant, cette dépression, évidemment, c'est quelque chose qui provient du mental. Bon, a priori, je ne peux pas dire que j'avais raté ma vie à ce moment-là. C'est quelque chose évidemment de très subjectif, comme tu l'as dit, de très relatif. Oui. Mais pour autant, c'était ton ressenti. C'était ton ressenti. Voilà. Pour autant, c'était là. C'était là. Et c'était lié pour beaucoup à de la peur. D'accord ? Beaucoup de peur. D'ailleurs, dans le mot échec, il y a quand même beaucoup de peur derrière le mot échec. D'accord ? C'est là où on se retrouve. Parce que l'échec, c'est un danger, c'est un peu une atteinte. Un danger ou une atteinte à de perdre ce qu'on a ou de ne pas atteindre un objectif qu'on veut avoir. D'accord ? Donc, dans cette dépression, j'ai consulté, je n'ai pas pris de traitements médicaux, je me suis beaucoup posé et réfléchi, j'ai lu beaucoup de choses. Et pour autant, cette dépression, elle m'a fait subir j'ai eu des suites, on va dire, plutôt physiologiques à cette dépression. Physique, tu veux dire? Physique, physiologique, dans le sens où j'ai développé une tumeur, j'ai même eu une crise cardiaque. Waouh! Donc, si tu veux, à un moment, je me suis dit, c'est quand même incroyable que mon cerveau, qui est là normalement pour me protéger du danger, ça sert à ça, un cerveau, d'accord ? Ça sert à analyser les événements qui se passent devant toi et à prendre la bonne décision pour t'éviter le danger, d'accord ? Et te protéger. Prendre la bonne décision. Et là, c'était lui qui, a priori, m'avait plongé dans une dépression qui était sévère et dans laquelle il y avait des conséquences physiologiques qui pouvaient aller même jusqu'à avoir une atteinte vitale
en ce qui me concerne. Et ça m'a fait beaucoup Alors, réfléchir. juste, donc en gros, tu t'es immergé dans cette idée d'échec, tes pensées t'ont fait croire que toute ta vie était voilà, dans cette logique-là, ça, hein? Non, c'est pas tout à fait ça, dans le sens, l'échec que j'ai ressenti, c'était un échec plutôt de ma fonction mentale. D'accord. D'accord? Parce que c'était ma fonction mentale qui s'est mise en échec lui-même. Et tu connais le jeu des échecs d'ailleurs, on dit échec et maths. Et cet échec pouvait se transformer peut-être en maths, maths, la mort. D'accord? Si des gens connaissent un petit peu l'hébreu ou l'arabe, c'est ça. Donc, non, l'échec, il était principalement au niveau de mon mental. Et donc, puisqu'il avait lui-même, il avait mis en danger ma propre vie. D'accord. Donc, avec une atteinte. Donc, ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est que malgré tout, j'ai réussi à faire retrouver à mon cerveau sa fonction primordiale de me sortir de cette dépression. D'accord. D'accord? Et c'est de là d'où vient, pour répondre à ta question, en faisant le petit détour par le mot échec et mon expérience personnelle, c'est de là que j'ai eu donc cette idée, par cette démarche et ce chemin que j'ai pris, que je suis en train de mettre en place, en effet, une école du bien-être mental. D'accord. Donc, en gros, ton message, c'est nos pensées, notre mental ne nous disent pas forcément la vérité. Et donc, il faut parfois se méfier de ses propres pensées. Est-ce que c'est ça? Oui, il faut se méfier de ses propres pensées et il faut s'assurer que les échecs dont on parle, qu'on ressent, Oui. d'accord, que ces échecs sont en fait des échecs de qui? C'est des échecs principalement, pour un thème qu'on va sûrement aborder dans la suite de cette soirée, sont des échecs principalement de notre persona, de notre ego, de la personne on va en parler. qu'on souhaiterait être, Tout de à celle fait. qu'on a dit qu'on voudrait être. D'accord? D'ailleurs, on dit souvent que la dépression, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est l'observation de cet écart qui peut nous plonger dans une dépression. En tout cas, c'est un… Oui. Ces échecs-là, en fait, il faut comprendre. Donc, moi, je l'ai appris d'une certaine façon par la manière difficile, mais pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent s'éviter évidemment ce genre de choses, il vaudrait mieux, c'est de se dire que en fait, ces échecs-là, ce sont des échecs qui ne vont pas porter atteinte en fait à votre vie. Donc, ce ne sont pas des échecs graves, ce sont des échecs relatifs, ce sont des échecs subjectifs. Et quand on connaît évidemment l'importance de la vie, et pour faire une petite parenthèse par rapport, je sais que dans un des textes que tu as écrit pour présenter ce sujet, tu parlais de l'Occident et tu parlais d'Israël dans lequel il y avait peut-être une notion d'échec qui était différente. Évidemment, ici, on a un attachement à la vie qui est potentiellement un peu différent parce qu'on sait ce que ça veut dire quand notre vie est en danger. D'accord? Quand notre vraie vie est en danger. C'est-à-dire qu'on court un risque vital. Quand on entend une sonnerie d'alerte, quand il y a des missiles qui tombent, on sait qu'il y a un risque vital. D'accord? Lorsqu'on plante une start-up ou quand on fait des trucs, ce n'est pas un risque vital. D'accord? Donc, on sait faire la différence des choses et c'est ce qui nous permet peut-être d'être beaucoup plus audacieux dans notre vie de tous les jours et d'être aussi beaucoup plus joyeux et d'avoir beaucoup plus de vitalité que quand on se prend la tête pour des échecs qui n'en sont pas vraiment et qui nous mangent la tête et nous font perdre notre vitalité et notre joie de vivre. Ah, ça nous donne du baume au cœur. Merci, Joseph. Alors, tu parlais d'Israël. C'est une belle transition. En fait, j'ai voulu inviter ce soir également quelqu'un qui va nous parler
comment dans le judaïsme, comment dans nos textes, dans la Torah, comment est traité l'échec en fait. Est-ce que c'est traité? Est-ce qu'on en parle? Et puis, j'ai eu comme ça spontanément… Ah, j'entends du bruit. Voilà, donc je vais donner la parole à Sarah. Alors, Sarah, tu es avec nous depuis Paris et je t'en remercie. Tu as été donc la directrice de la rédaction d'un des premiers sites sur le judaïsme qui s'appelle lamed.fr pendant 17 ans, je crois. Tu as ton blog, sarahweizmann.com, et je sais que tu es très connue à Paris parce que tu accompagnes les futurs mariés dans leur préparation spirituelle au mariage et notamment à la vie de couple. Alors ce soir, je t'ai demandé de nous apporter comme ça un éclairage un peu spirituel. Est-ce qu'on parle de l'échec dans la Torah et comment? Alors, je ne t'entends pas. Voilà. Tu es là? Ah, je crois qu'elle a un problème de connexion. Sarah? Ah oui, je crois qu'elle a un problème de connexion. On va essayer, sinon on va lui laisser quelques minutes pour régler ça. Parce que je crois que dans le 16e à Paris, il y a des problèmes pour capter tout ça. Bon, bah alors c'est dommage. Alors, on va se garder ça pour après. Alors, ce que tu nous as dit tout à l'heure, alors je vais revenir au point de Boris. En fait, Boris, tu nous as dit tout à l'heure que ton échec t'avait permis de te confronter au réel, mais t'avait également permis de tirer des conclusions et de peut-être faire ton alia. Donc, quelque part, l'échec a une vertu pour que nous puissions persévérer dans une voie, même si on peut nous mettre en difficulté. Alors moi, spontanément, je suis fan de la chanteuse Barbara et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que Barbara, pendant 10-15 ans, en fait, personne ne la laissait chanter. Elle pouvait chanter maximum 1 ou 2 chansons sur scène. Et puis, alors elle allait en Belgique parce qu'en France, personne ne voulait l'écouter. Et puis, en fait, tous ces échecs successifs l'ont finalement renforcée dans sa volonté de dire, moi, c'est ma voix, c'est ma seule voix. Je ferai rien d'autre en fait. C'est ça ou rien. Je serai chanteuse avec ce répertoire ou rien. Et donc, ça l'a poussée vraiment à aller au bout. Et donc, dans son cas, l'échec est venu vraiment indiquer ce qui comptait pour elle et à révéler ses priorités. Alors, je voudrais donc, sur ce thème, donner la parole à Judith. Judith qui se connecte de Paris, Judith qui est avocate au barreau de Paris, qui a également créé une association pour la diffusion des œuvres et actions du rabbin Jonathan Sachs. Alors, Judith, elle a une histoire intéressante qu'elle va vous raconter autour finalement de ce fameux diplôme du barreau. Et elle va nous montrer en quoi ces échecs l'ont aidé à persévérer dans ce qu'elle voulait vraiment faire. Judith, c'est à toi. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, je suis très heureuse de participer et d'interagir ce soir. Alors, je vais essayer d'être la plus synthétique et intéressante possible en résumant 20 ans de décennies en 5 minutes. Moi, je viens d'une famille d'avocats. Mon père est avocat, ma mère est avocate. Mon grand-père maternel était conseiller juridique dans le rue du Faubourg-Poissonnière à Paris. Mon arrière-grand-père, quand il est venu de Pologne, était juge de paix à Belleville. Tu n'avais pas du tout la pression, en fait. Absolument pas. Absolument pas. Et donc, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Et bon, toute petite déjà, j'étais un petit peu, on va dire, destinée à m'inscrire dans les pas de mes parents. On me disait, voilà, Judith, tu t'exprimes bien, tu feras du droit. Voilà, comme beaucoup de jeunes juifs, on fait droit, on fait médecine, on fait éco-gestion, on fait les grandes écoles. Bon, bref. Donc, on va dire que j'avais un chemin un petit peu tout tracé. Ce n'était pas très clair pour moi quand j'ai passé mon bac, mais
suffisamment nettement pour que je m'engage vers le droit, après avoir fait quand même une année de césure en Israël, qui m'a beaucoup plu, dans le cadre d'un séminaire américain très haredi, c'était pas tout à fait pour moi en termes de courant religieux, mais très intéressant. J'ai appris à étudier, à approfondir nos textes. Donc, c'était vraiment une année merveilleuse où j'ai rencontré des filles du monde entier, surtout du monde anglo-saxon, mais c'était extrêmement riche. Et après cette année-là, je le déplore a posteriori, mais on a la vie qu'on a, on a les trajectoires qu'on a. Je suis revenue en France et j'ai démarré des études de droit. Donc, j'ai fait ma première année, ma deuxième année. Ce n'était pas extrêmement folichon. Ceux qui ont fait du droit, je pense, partageront mon sentiment. Les premières années de droit sont extrêmement théoriques, pas très intéressantes. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et voilà. Donc, à l'issue de la deuxième année de droit, je me posais vraiment des questions et je me suis dit, est-ce que je veux véritablement m'orienter vers une carrière juridique ou judiciaire? Et j'ai fait 2 ans de césure et j'ai fait du journalisme. Surtout près du Jérusalem Post, à Radio J, c'était les débuts vraiment d'Internet au sein d'un site Internet culturel. Et donc, j'ai fait de la radio, j'ai fait de l'écrit, j'ai fait de la photo. C'était très, très, très enthousiasmant, très intéressant. J'ai rencontré des gens d'un peu tous les milieux, mais c'est un milieu aussi très âpre, le monde du journalisme, au sein duquel il y a beaucoup de concurrence, peu de sororité, il y a peu de solidarité entre les femmes. Et donc, bon, écoutez, la vie étant ce qu'elle est, je me suis dit, bon, tu vas quand même terminer ton cursus. Donc, à ce moment-là, je me suis mariée, j'ai eu ma petite fille, j'étais enceinte assez jeune, j'avais 23-24 ans. Et donc, j'ai terminé mes études de droit, mais cette fois-ci par correspondance, toujours à Panthéon-Sorbonne, mais par correspondance. Et là, pour le coup, j'ai retrouvé beaucoup d'élan vers le droit. J'étais très intéressée. Il faut savoir aussi que les dernières années de droit sont plus intéressantes que les premières. Et donc, j'ai eu une maîtrise de droit assez classique. Après, j'ai travaillé dans le monde de la formation. Et alors, attends, que je comprenne, le barreau, en fait, à ce moment-là, tu l'as passé ou pas? Alors, je l'ai passé. Je l'ai passé quand j'avais 24 ans. À l'issue tu de ma ne l'as maîtrise. pas dit, ça. Voilà, ça, je ne vous l'ai pas dit. Tu nous as caché ton échec, là. Voilà, exactement. J'ai voulu l'exfiltrer rapidement. Donc, tu vois, on est là pour ça. Nous, c'est ça qui nous intéresse ce soir. C'est ça, Nathalie. Alors, on fait un petit arrêt sur image. Donc, je suis une jeune mariée. J'ai une petite fille qui a 1 an et demi. Je suis enceinte de mon fils. Et là, je me dis, bon, il faut que je passe ce barreau tout de même. Et bon, je ne m'y prépare pas vraiment. J'échoue. À ce moment-là, je divorce aussi. Et donc, je me retrouve, on va dire, maman solo avec 2 enfants de 3 et 1 an, tout petits, qui sont encore en crèche tous les 2, sans véritable expérience professionnelle, puisque j'avais travaillé avec le père de mes enfants dans la formation juridique, et sans être allée, pour moi en tout cas, de par mon histoire familiale, être allée au bout de la démarche sans être avocate, au sens strict du terme. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, je me dis, tu n'as pas le choix, il faut que tu aies ton indépendance financière. Et je rassemble tout mon réseau et je leur dis, écoutez, aidez-moi à trouver un CDI en tant que juriste dans n'importe quelle structure. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un cousin qui travaille au sein d'une banque d'affaires. À l'époque, la succursale de Fortis, leur banque d'affaires en France, c'est une banque belge qui a été depuis rachetée par la BNP. Il me dit, il y a un poste de compliance officer qui se libère. Mais alors, attends, Judith, je te coupe. Moi, ce qui m'intéresse, si je peux me permettre, c'est que du coup, tu as raté le barreau à 24 ans. Voilà. Et si j'ai bien compris, tu viens d'avoir le barreau maintenant. J'ai eu le barreau, alors j'ai actuellement 42 ans et j'ai eu le barreau à 41 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est… Donc, en gros, est-ce qu'on peut dire, à travers rien que ce fait-là, que du coup, tu as échoué une première fois, mais cet échec est venu nourrir ta motivation la plus profonde de quand même l'avoir, quitte à ce que ça soit plus tard? Certes, alors c'est pas tout à fait comme ça, Nathalie. C'est surtout que, en fait, j'ai eu besoin de tracer ma route en dehors du chemin, on va dire un petit peu peut-être parental ou que je pensais m'être fixé ou que je pensais qu'on m'avait fixé. Ah oui. En tout cas, tout ça n'était pas tout à fait clair dans mon esprit.
j'étais plus, je dirais, dans une vision un peu, pas de survie, il ne faut pas exagérer, mais j'avais besoin de trouver mon indépendance. Dans quel milieu, je ne savais pas exactement. Et en tout cas, le milieu de la banque d'affaires, puis après, le milieu des sociétés de gestion de portefeuille, s'est ouvert à moi dans le secteur de la lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, ce qu'on appelle la compliance, pour ceux qui savent, c'est ce qu'on appelle la déontologie bancaire. Et donc, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant 6 ans et c'était très intéressant. Très intéressant. Ah oui, j'ai vraiment été, j'ai connu le monde du travail. Alors, le monde du travail assez high, avec le vernis, des gens qui sortaient des grandes écoles, des gens très, très bien habillés, des gens, voilà, des salles de marché, etc., avec toute l'excitation inhérente à ces milieux-là. Et finalement, tout ça a pris fin parce qu'il y a eu une crise, et bon, il y a eu beaucoup de crises financières, mais c'était la crise des subprimes. Il y a eu aussi toute l'affaire Madoff, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, bien sûr. mais en tout cas, tout à fait patatras du jour au lendemain. Et c'était extrêmement impressionnant de voir des gens qui gagnaient extrêmement bien leur vie, être absolument désemparés, tenir à leur poste, à leur fonction, à leur voiture de fonction, à leur appartement. Il y avait quelque chose qui avait trait à la fois, tu vois, je sais pas comment te dire. Alors, Judith, je te coupe. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vertu que tu viens de nous faire découvrir ce soir dans l'échec. C'est que parfois, l'échec, c'est l'expression de notre inconscient. C'est-à-dire que on croit vouloir quelque chose, mais inconsciemment, on ne le veut pas. Alors toi, c'est parce que peut-être tu avais besoin de tracer ta route et de ne pas faire ce qu'on avait attendu de toi que tu fasses. Et ça me fait penser à ce que m'a confié Steve Calfa, à qui je vais donner la parole, sur ces choses qu'on croit vouloir, mais qu'on ne veut pas vraiment. Alors Steve Calfa, je te présente, tu es comédien, tu as tourné dans de nombreux films au cinéma, tu as fait pas mal de séries à la télé, puis tu as dirigé des acteurs, notamment à Paris avec ta propre école. Et depuis que tu es en Israël, si je ne dis pas de bêtises, tu es en train de renouer très fortement avec le théâtre. Tu as écrit plusieurs pièces que tu joues. Et à côté de ça, tu diriges des acteurs, tu diriges des acteurs et puis tu coaches des dirigeants d'entreprise. Alors, Steve, ce soir, tu représentes un peu sur tes épaules tout l'art en soi, le monde voilà impitoyable où on passe des castings, on est pris, on n'est pas pris, on a des agents, etc. Et donc, est-ce que pour toi, Steve, ça te parle, cette idée que l'échec, parfois, c'est l'expression de notre inconscient? Je ne sais pas véritablement si c'est par rapport au métier d'acteur ou de manière plus large. Je pense qu'on va partir du métier d'acteur, si tu veux. Le métier d'acteur, il a ceci de particulier qui est que normalement, on passe plus de temps à s'entendre dire non que de s'entendre dire oui. Wow. C'est-à-dire que, alors après, on peut dire oui, mais une fois qu'on est une vedette ou quoi au caisse, mais en fait, même ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Même dans la position, dans la situation où on est une vedette, alors bien sûr que les choses sont différentes, mais on est quand même dans cette situation où on va rencontrer plus souvent la possibilité que ce soit finalement pas moi qui fasse le film ou pas moi qui soit choisi pour tel ou tel rôle, plutôt que oui. Et donc, et ça, c'est d'abord, notamment pour les gens qui veulent faire ce métier, c'est une chose qu'il faut dire très, très, très vite et très tôt. Il faut être prêt à accepter ça. Et il faut d'autant plus être prêt à accepter ça qu'une autre particularité du métier d'acteur, et notamment par rapport aux autres arts, c'est que, en fait, c'est un métier dans lequel l'instrument et l'interprète sont les mêmes. Il n'y a pas de séparation. Le gars qui est pianiste, il y a devant lui un piano, il y a un clavier, et puis il y a lui, et puis il va interpréter. Le métier d'acteur, il n'y a pas ça. L'instrument est en nous, et tout le boulot consiste à découvrir en fait cet instrument, et l'interprète, c'est nous. Et donc, quand quelque chose ne marche pas, ou quand, par exemple, quelqu'un vient vous voir, vous avez joué, tu as tourné, tu as joué, tu as fait le film, tu as fait la pièce, machin, quoi, peu importe, et vient, on te dit, je n'ai pas aimé, là, il se passe quelque chose de très, très dur, très violent. Parce qu'en fait, il dit, je n'ai pas aimé, mais comme ce je n'ai pas aimé s'adresse à la personne qu'il a eue en face d'elle pendant 1h30, en fait, c'est moi, et donc il est en train de me dire, je ne t'aime pas. Ah ouais. On le vit comme ça.
Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on peut avoir cette notion qu'on appelle échec qui vient se mettre en route de manière très forte, très violente, et qui peut causer de très, très, très gros dégâts. Et en fait, ce qu'il faut découvrir, je pense, et ça n'est pas vrai que pour le métier d'acteur, c'est vrai aussi notamment avec les dirigeants d'entreprise, je pense, où il y a aussi une violence qui est très importante à ce niveau-là, mais pour d'autres raisons. Il se trouve que moi, je coach depuis plusieurs années des dirigeants, des hauts dirigeants d'entreprise, et donc ce sont des gens qui viennent tous des grandes écoles, des machins, etc., qui ont tous été formatés de cette façon-là, et notamment par le fait de voir ce qu'on appelle le réussir, les concours, les trucs, voilà. Et donc, ils viennent avec tout ça. Et il y a une espèce d'assimilation entre le résultat qu'ils obtiennent et eux-mêmes. Et ça rejoint le métier d'acteur, certainement. C'est-à-dire quand tout à coup, ils n'arrivent pas à pardon, vous me voyez toujours? Non, c'est pas grave, on t'entend. La disjonctée, attends, donne-moi une seconde. C'est les joies du direct. Alors, je regarde les questions. Entre-temps, je regarde tous vos commentaires. Merci. Voilà, tu es là, c'est bon. Pardon, désolé. Et donc, quand tout à coup, il y a quelque chose, une performance, puisque c'est souvent le terme qui est employé et qui rejoint le métier d'acteur d'ailleurs, quand il y a une performance qui n'est pas atteinte, en fait, ces dirigeants se sentent, eux, directement mis en cause. Et ça peut être très, très, très grave. Et en fait, je crois que la chose qui est importante, c'est pour revenir à ta question du conscient, est-ce qu'on est conscient ou pas conscient, est-ce que ça rappelle à quelque ça vient rappeler quelque chose que finalement on n'a pas véritablement voulu. La chose qui est importante, c'est de savoir que finalement, c'est impossible d'imaginer qu'on va passer son temps à réussir. C'est impossible d'imaginer, malheureusement, on le croit souvent, c'est comme si j'entrais sur un cours de tennis et que je me disais, je vais gagner le match en gagnant 6-0, 6-0. Oui, tu as toujours le risque. Tu as le risque qui est inhérent. Il y a obligatoirement, et il faut intégrer, c'est très important d'intégrer, là je vais employer volontairement un autre mot que le mot échec, il faut intégrer la possibilité que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et en fait, la chose qui est la plus importante derrière tout ça, c'est que finalement, ce qu'il faut découvrir, c'est quelle est mon histoire. Quelle est l'histoire que je cherche à raconter tout au long du parcours, pas uniquement professionnel évidemment, mais tout au long d'un parcours qui s'appelle un parcours de vie. Quelle est cette histoire qui est en moi et qui ne peut n'appartenir qu'à moi, qui est obligatoirement singulière. Et cette histoire-là, il faut la raconter, il faut tenter de la raconter. Pas la garder pour soi, il faut la découvrir pour finalement la raconter. Et c'est à partir du moment où on est occupé par le fait d'être, le fait de raconter cette histoire qui est en moi, que je vais accepter que nécessairement, il va y avoir au long de l'histoire des incidents, des moments où ça ne va pas fonctionner, des endroits où l'histoire va prendre un détour que je n'attendais pas et qui n'est pas celui que je voudrais. Mais il faut essayer de poursuivre, en fait, dans cette direction-là de l'histoire que je veux raconter. Ça me fait penser, en fait, à un personnage que tu connais bien, qui est Serge Gainsbourg, qui voulait absolument être peintre et qui est devenu ce qu'on sait. Et quelque part, il avait une histoire à raconter. Alors, il n'a pas pu la raconter à travers la peinture, mais il l'a racontée différemment. Mais il a donc l'échec pour lui, il y a tout en fait dans Gainsbourg, parce qu'il y a d'un côté de l'échec qu'il a fait bifurquer, c'est-à-dire changer de voie, mais sans vraiment abandonner ou renoncer. Et puis, il y a également peut-être, j'en sais rien, l'expression de son inconscient, ou peut-être au fond, Gainsbourg, peut-être que la peinture, c'était trop plan-plan pour lui. Peut-être que c'était pas assez, peut-être c'était trop calme, c'était trop quelque chose de solitaire par rapport à la vie qu'il a pu avoir par la suite. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas marché. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas moi qui pense, je vais pas répondre à la place de Gainsbourg, je vais le laisser répondre, puisque bon, effectivement, je joue actuellement un spectacle que j'ai conçu à partir uniquement des paroles qu'il a pu dire. Et il dit à un moment donné, quand il parle de la peinture, il dit, textuellement ce qu'il dit, j'ai cherché en peinture
une certaine… Ah ben ça m'échappe, qu'est-ce qu'il raconte. J'ai cherché en peinture une certaine intégrité. Et Ah comme oui. je n'ai pas voulu être assimilé, donc à tel ou tel courant, comme je n'ai pas voulu être assimilé, je n'ai pas trouvé mon propre regard ni son public. Hmm. Tu vois, il dit ça véritablement, et c'est exactement ce dont on parle, c'est-à-dire qu'effectivement, il a cherché en peinture à finalement faire les choses comme lui les sentait, comme lui les éprouvait. Il dit à un moment donné, par ailleurs, il dit, la lecture me donnait des images, parce qu'il dit, je me suis évadé de ce monde à l'âge de 13 ans, avec les contes de Grimm. Et puis voilà, il s'est mis à faire de la peinture. À l'âge de 13 ans aussi, j'ai commencé à dessiner. La lecture me donnait des images. La peinture, je percevais des images. Ah ouais. Et un autre moment aussi, il dit, et ça rejoint ça dans le fait de raconter sa propre histoire, alors c'est sous une autre forme, mais pour moi, ça rejoint ça quand il dit « Je ne cherche qu'une seule chose, la pureté de mon enfance ». Hmm. Et en fait, c'est ce lien-là avec ce que lui appelle la pureté de mon enfance, c'est-à-dire cet endroit où finalement, on est dans un contact intime avec soi-même. Et toi, Steve, est-ce que ça a pu se passer pour toi? Est-ce que tu as l'impression que parfois, tu as raté des castings ou des très grosses opportunités comme ça de films parce que ça ne correspondait pas à tes valeurs les plus intimes? Peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui ne voulait pas y aller, mais qui était peut-être pas conscient. Moi, je passe mon temps à faire ça. Ah, c'est-à-dire à faire quoi? À rater? Non, c'est-à-dire que bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à travailler tout de suite dès que j'ai commencé à faire ce métier. J'ai jamais eu vraiment d'arrêt ou d'empêchement. J'ai travaillé très, très régulièrement, toujours ça s'est toujours fait. Et, euh, et puis, en fait, bon, c'est pas prétentieux, c'est très factuel, j'essaie d'être le plus factuel possible. En fait, des choses beaucoup plus importantes auraient pu se produire et elles ne se sont pas produites parce que oui, certainement, il y avait en moi, il y a toujours en moi quelque chose qui freine, qui empêche que ça se produise. Hmm. Et, 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 et- Ça me fait penser à ce que disait Boris tout à l'heure en tout début de webinaire, où quelque part, les boîtes dans lesquelles il a été étaient tellement loin de lui qu'il y avait peut-être aussi quelque chose en lui qui ne voulait pas forcément y aller. oui, ça rejoint ça, bien sûr, ça rejoint ça. Et après si tu veux, on peut continuer, on peut se demander, mais alors c'est quoi cette chose-là? Pour chacun, évidemment, ça sera différent. C'est quoi cette chose-là? Et donc, bon, pour moi, c'est très simple, hein, je peux répondre, il n'y a pas de souci. J'ai toujours eu une difficulté, ça rejoint aussi d'ailleurs ce que disait Boris tout à l'heure. Le talent est une chose importante dans toutes les activités. Ce qu'on appelle le talent est une chose importante. Mais ça n'est pas le seul paramètre qui entre en jeu. Dans toute activité, il y a d'autres paramètres, et notamment dans l'activité artistique et dans le métier d'acteur, il y a d'autres paramètres qui sont des paramètres qui ont à voir beaucoup plus avec le fait de la communication, la com, appartenir, rentrer dans certains codes, accepter certaines façons d'être. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours été compliqué. Je n'ai jamais Ouais. eu envie de jouer à être acteur. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai rencontré très, très, très vite dans ce métier. Je l'ai rencontré de manière très souvent même caricaturale dans ce qu'on appelle les cours d'art dramatique, où là, comme on n'est pas encore acteur, alors c'est encore plus fort, mais c'est-à-dire qu'on C'est est pareil. effectivement, voilà, tu vois, on joue à être acteur et on le fait d'autant plus qu'on ne l'est pas encore. Mais c'est Hmm. quelque chose qui existe même après, quoi. Ouais, Voilà. donc du coup, ces échecs, si on peut dire comme ça, de certains castings t'ont permis de te rapprocher finalement de ce que tu voulais vraiment être, puisque là, quand tu écris des pièces de théâtre et que tu les joues, j'ai l'impression que tu es là où tu devais être. Oui, enfin, ça ne veut pas dire que je n'étais pas heureux ou que je ne suis pas heureux. Bon, là, je suis en attente d'une réponse, par exemple, pour une très, très grosse série. Quand je dis grosse, c'est au sens où c'est vraiment très, très intéressant. J'aimerais énormément que ça se fasse. Oui. Donc, j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Mais si ça ne se fait pas, en fait,
bon, maintenant j'ai plus de recul évidemment, mais ce qui se produit, c'est qu'en fait, je me rebranche sur, encore une fois, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant, moi, aujourd'hui? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité que je raconte quelque chose, comment je vais le raconter et comment ça va être possible que ce soit entendu? Et c'est ça qui Merci. fait que Merci. les choses avancent. Merci Steve, c'est passionnant. Alors, comment tu vas être entendu? Voilà, Sarah, je crois que tu es connectée. On t'avait perdu tout à l'heure. Ça y est. Voilà, Sarah, merci beaucoup d'être là. Je sais que tu es malade, malheureusement, tu es souffrante, mais tu as tenu à quand même être parmi nous et je t'en remercie. Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous éclairer sur voilà, la vision juive? Qu'est-ce qui est dit dans nos textes? Voilà, je voulais avoir ton éclairage d'un point de vue un peu spirituel là-dessus. Alors, bonsoir. Alors, moi, j'interviens de la région parisienne. Et je te remercie de me donner la parole sur ce sujet. Et quelque part, en vous entendant tous parler, je me dis que j'ai un petit peu moins de mérite que vous parce que je me mets un peu moins à nu et que je suis là pour porter une parole qui n'est pas forcément la mienne, pour représenter des histoires qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui sont celles de tous nos ancêtres, des ancêtres de l'humanité, et qui est aussi mon histoire. Et d'ailleurs, je pouvais me projeter dans toutes les histoires que vous avez racontées. À titre privé, je vis à côté d'un start-upper. Mon mari est un start-upper invétéré. Donc, je vibre complètement avec vos hauts et vos bas, à la place de la femme, de l'accompagnatrice, du compagnon, donc c'est autre chose encore. Mais on vit ces vicissitudes avec autant de puissance, même si on les prend au deuxième niveau. Oui, comme Joseph disait, hein, même si on plante sa start-up, ce n'est pas la mort. C'est ça, voilà. Exactement. On prend du recul. Donc moi, quand tu m'as demandé de parler de l'échec, j'ai été un petit peu perdue parce que dans la Torah, dans le judaïsme, enfin même en hébreu, le mot échec, c'est le mot kishalon. Et dans le mot échec, dans le mot kishalon, il y a quelque chose de définitif qui relève presque plus de la tragédie grecque que du drame biblique. Ça, c'est pas une idée de moi, c'est une idée de Manitou, du Rav Léon Ashkenazi, c'est aussi une idée du Rav Zaks, dont vous avez parlé tout à l'heure, du grand rabbin Lord Nathan Jacques, voilà. qui lui développe énormément cette idée, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelque chose de tragique et de définitif dans ce qui nous arrive. Tu parlais tout à l'heure de ton itinéraire linéaire, et ça me faisait penser à quelque chose qu'on a vécu dans l'étude des textes la semaine dernière, puisque chaque semaine, nous lisons une partie de la Torah qui s'appelle la paracha. Et cette paracha nous parle toujours de notre actualité. Et la semaine dernière, nous avons lu le fameux passage ou la traversée de la mer Rouge avec ce peuple hébreu qui sort de 210 ans d'esclavage et qui se trouve à l'orée, à l'aube d'une nouvelle vie, et qui se trouve acculé avec d'un côté la mer où ils n'ont que la chance de se noyer, les Égyptiens qui les poursuivent, et de deux côtés, deux immenses rochers qui les empêchent de s'enfuir. Et devant cette panique-là, comment réagir? Alors, quand on est sur la Terre, on a une vie qui est linéaire parce qu'on est séparé de notre élément. Il y a la Terre et puis il y a nous. Et ce qu'on aborde dans la vie, ce sont des événements qui s'enchaînent les uns après les autres. Par contre, quand on est dans la mer, on est dans l'élément, on est en symbiose avec cet élément, et on est complètement à l'intérieur de l'élément, et l'élément est à l'intérieur de nous. Il n'y a plus de séparation avec cet élément. Et quelque part, quand on arrive à la traversée de la mer Rouge, on appelle ça un nes, le miracle. Un miracle. Mais en hébreu, le mot nes, il est à rapprocher aussi du mot épreuve, nisayon. Souvent, le nisayon, l'épreuve, et c'est ce qu'ont ressenti nos ancêtres quand ils se sont trouvés face à la mer Rouge, eh bien, c'est quelque chose qui nous semble une voie sans issue. Mais la Torah nous demande et nous enjoint de regarder ce nisayon comme étant un nes, comme étant un miracle. Mais nes, c'est aussi un drapeau en hébreu. C'est-à-dire que c'est un appel de phare pour nous dire, tu vois, ta difficulté là, ta voie qui te semble être une voie sans issue, bah, c'est là que tu as quelque chose à faire, c'est là que tu dois travailler, c'est là que tu dois chercher des ressources ailleurs, au fond de toi, elles sont déjà là. Et donc, c'est là que tu vas apprendre finalement.
C'est là que tu vas apprendre et c'est là que tu vas te lancer, tu vas te jeter dans l'eau. Et quand tu te jettes à l'eau, et ben finalement, Dieu va ouvrir la mer. Une fois que tu auras fait le premier pas de la confiance, le premier pas de ne pas rester face aux solutions que tu as toujours imaginées comme étant celles qui étaient possibles. Parce que les Hébreux, devant la mer Rouge, se disent, les solutions, c'est quoi? C'est soit de se battre contre les Égyptiens, mais on est en infériorité numérique, soit de se suicider, de se jeter à l'eau. Mais bon, c'est tragique. Et nous, on n'est pas dans la tragédie. Soit de se soumettre aux Égyptiens, de se dire on va retourner en Égypte et on va poursuivre notre esclavage. On a toujours connu ça, c'est pas grave si ça continue pareil. Et puis, la quatrième solution, c'est la solution des religieux qui disent, nous, on va prier, on va lire les Téhilim, on va faire des prières. Et Dieu leur dit, non, à ce moment-là, quand vous êtes face à cette impasse, ce que je vous demande, c'est d'avancer. Je ne vous demande pas ni de prier, ni de vous battre, ni de vous suicider, ni rien du tout. Je vous demande d'avoir confiance et de comprendre que la solution, elle est devant vous. Vous allez ouvrir la mer, et la mer qui est cet élément plat dont on n'imagine absolument pas la richesse de l'univers sous-marin, la topologie sous-marine. Et quand elle s'ouvre, eh bien, on voit les trésors qui sont en nous, qui sont devant nous. Je vois où tu vas en arriver. Voilà. Est-ce que l'épreuve, c'est quelque chose dans le judaïsme qui est abordé? En vérité, l'épreuve est abordée tout le long du judaïsme, parce que nos ancêtres, l'histoire des ancêtres dans le livre de la Genèse, n'est qu'une histoire, n'est qu'un enchaînement d'épreuves. Et le problème de nos ancêtres, ce n'est pas de savoir est-ce qu'ils vont avoir des épreuves, parce qu'ils auront des épreuves. Nos héros ne sont pas des gens à qui il n'arrive pas de malheur. Ce ne sont pas des héros qui sont tout-puissants. Ce ne sont pas non plus des héros qui sont infaillibles. Ce sont des gens qui font des erreurs. Abraham gère mal la situation avec sa femme Sarah et sa concubine Agar. Il gère mal le problème de la jalousie, enfin, de Yitzhak et Ishmaël. Rivka aussi, ça va être un problème de jalousie à l'intérieur de la fratrie. Donc, tous nos ancêtres, la Torah est là pour nous faire la démonstration que nous ne sommes pas des héros, nous n'avons pas des solutions toutes prêtes et que nous passons d'échec en échec. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir des échecs, mais comment on va sortir de ces échecs et surtout, est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on en sort? C'est-à-dire que le texte nous dit Sheva Yipol Tzadik Vakam. Le Tzadik, c'est le juste, c'est celui qui est notre héros dans la pensée juive. Il tombe 7 fois et il se relève à chaque fois. C'est-à-dire que le héros, ce n'est pas celui qui est infaillible, c'est celui qui tombe mais qui se lève. Le héros, c'est celui qui est résilient. Qui est résilient, oui, d'une certaine manière. Alors, j'ai spontanément eu l'idée, je ne sais pas si elle était bonne, mais comme je voulais qu'on discute du fait que l'échec, c'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, subjectif, c'est pas clair. Il y a par exemple, Anne-Laure disait d'un côté, c'est un échec, mais moi, je le vois tellement comme un succès, je le vois même à l'envers de ce que mes collègues le voient. J'ai pensé en fait à l'exemple de Moïse. Parce que Moïse, il a réussi sa mission. Il a guidé le peuple juif vers la terre d'Israël. Sauf que lui-même, à un niveau donc personnel, il n'est pas rentré. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que c'est un échec personnel? Est-ce que c'est un succès collectif? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est vrai que le cas Moshe, le cas Moïse est un cas empirique. C'est un business case. Exactement. Exactement. C'est un cas qui mérite d'être analysé. En fait, Moïse, on a là, avec le personnage de Moïse, on a un homme qui a voué sa vie à un peuple, qui a voué sa vie à un Dieu et qui a voué sa vie à une mission. Et qui, à l'aube de la réalisation de son rêve, de la réalisation de son rêve ultime, mais pas seulement de son rêve ultime, de sa mission, puisque sa mission, c'était de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, de l'amener au pied du mont Sinaï pour recevoir la loi, le code de loi qui va l'accompagner, la législation qui va l'accompagner, pour ensuite rentrer dans la terre d'Israël et enfin devenir un peuple et enfin pouvoir appliquer cette législation. Et en fait, on a l'impression qu'il est coupé comme ça en cours de route, même s'il avait 120 ans, vous voyez, mais à l'échelle biblique, c'est pas grave, il y en a qui ont vécu presque 1000 ans, donc on aurait pu imaginer qu'ils vivent un peu. C'est un genou. Et il voit tous ceux pourquoi il s'est investi, il se voit refuser d'y accéder.
Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un échec? C'est vrai que si on se met à la place de Moshe, au moment où la sentence tombe, je vous rappelle, Dieu lui demande de parler au rocher pour faire sortir de l'eau. Et Moïse ne va pas parler au rocher pour faire sortir de l'eau, il va frapper le rocher. Est-ce que c'est dramatique? Ce n'est pas si dramatique, puisqu'il a déjà fait la même chose il y a 40 ans, quand les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et qu'ils s'étaient retrouvés à court d'eau potable. On est juste après Pessah, vous voyez, et on n'a pas amené assez de provisions. Donc là, les enfants d'Israël se plaignent, Moïse en réfère à Dieu, et Dieu lui dit, frappe avec ton bâton sur le rocher pour que de l'eau en sorte. Donc, il se passe la même situation. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Moïse fait juste une erreur. Il prend un bâton et il frappe, au lieu de parler. Et pour ça, vous imaginez… C'est cher payé Moïse, quand même. Voilà, c'est cher payé. Et on se dit quand même, c'est très, très dur. Et Moïse, contrairement à ce qu'on pense, Moïse n'est pas un homme sans état d'âme. Hein. On voit que quand il parle à Dieu et quand il raconte surtout aux enfants d'Israël, à la génération d'après, c'est-à-dire la génération, pas de ceux qui sont sortis d'Égypte, parce que ceux qui sont sortis d'Égypte errent pendant 40 ans dans le désert, ils meurent dans le désert. Mais la nouvelle génération, aux enfants, il leur raconte cet événement. Il leur dit, on sent sa déception, on sent sa peine. Il leur dit, c'est à cause de vous, parce que vous avez passé votre temps à râler, à vous plaindre, à vous révolter, et c'est pour ça que finalement j'ai failli, et à cause de vous, quelque part, je ne vais pas pouvoir entrer en terre d'Israël. Donc, Moshe en souffre. On ne peut pas dire qu'il n'en souffre pas. Et d'ailleurs, plus que ça, il y a un verset de la Torah, dans le Deutéronome, qui commence par le vocable, par le mot « va être Hanan ». Moïse raconte cet événement avec 40 ans de recul et il dit « va être Hanan, j'ai imploré Dieu ». Et les sages remarquent que le mot « va être Hanan » supporte la valeur numérique, parce que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique, porte la valeur numérique de 515. C'est-à-dire que Moïse a adressé 515 suppliques et prières différentes à Dieu pour le faire, pour plaider sa cause. Et pourtant, c'est sans appel. Et donc, on peut se demander si Moïse… Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure sur le cas de Moïse? Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que quelque part, quand on parle ici de coaching, et si on pose la question de savoir s'il y a une manière de coaching qui est dans l'esprit de la Torah, est-ce que la Torah nous apporte un coaching? Évidemment, puisque la Torah, le mot Torah vient de la racine du mot Hora'a, qui veut dire un enseignement. Donc, elle est là pour nous apprendre des leçons de vie, pour un mode de vie, pour une façon d'employer le monde dans lequel nous sommes. Nous avons un mode d'emploi du monde qui nous est donné par la Torah, à nous de savoir le comprendre. Mais dans ce coaching, on pourrait imaginer ce coaching de différentes manières. On pourrait dire un coaching juif, c'est un coaching de juifs. On a des super coachs qui sont juifs, donc c'est un coaching juif. Ou on a un coaching judéo-compatible, c'est-à-dire des idées de psychologie positive qui ont été développées par toutes sortes de pédagogues et de théoriciens du coaching et qui sont compatibles avec la pensée de la Torah. Et on va trouver dans la Torah toutes sortes d'échos à cette pensée, à ce coaching. Mais en vérité, oui, il existe un coaching juif. Et le coaching de juif, le coaching de la Torah. C'est le coaching qui est incarné par la réaction de Moshe à cet échec. La réaction de Moshe à cet échec, c'est qu'il ne considère pas que c'est un échec personnel. C'est pas moi et moi et moi. En quoi j'ai eu tort et pourquoi je suis la victime et pourquoi ils se sont mal comportés et j'ai fait tout ça et ça n'a rien donné. C'est pas ça. Moshe, le coaching juif, c'est prendre en compte le fait que dans l'équation de la vie, il y a la part du divin. Il y a la volonté divine. Il y a l'intercession divine dans tout ce qu'on fait. Et quelquefois, on a l'impression qu'on emprunte une voie et que cette voie nous mène vers une impasse. Mais pourtant, si on demande à d'autres personnes de le juger, si on demande à l'histoire de juger notre itinéraire, ça ne sera peut-être pas aussi sévère que le jugement que nous portons sur la chose. Et Moshe, même s'il meurt à l'entrée d'Israël, mais il reste à jamais et pour toujours Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. Moïse n'était pas destiné à être un chef de guerre. C'est Josué qui va mener la conquête d'Israël. Moïse, en fait, il n'était pas fait pour ça, en fait. C'est ça que tu dis. Oui, il n'était pas fait. En fait, il aurait pu, nous disent les sages. Mais si vous voulez, quand on arrive au moment de ce conflit autour de l'eau potable,
que le peuple presse Moïse et que Moïse, au lieu de parler, va frapper, eh bien, là, c'est lui qui il a échoué. Et où est-ce qu'il a échoué? C'est qu'il n'a pas compris que la génération des enfants n'était pas celle des parents. La génération des parents, c'était celle qui était sortie d'Égypte. C'était celle qui avait vu les 10 plaies, c'est celle qui avait vu la traversée de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge. C'était une génération qui avait acquis une certaine foi par la démonstration, par quelque chose qui se voit. Mais la génération d'après, et on est tous confrontés à ça parce que nous, on vit des choses, mais comment est-ce qu'on le transmet à nos enfants? La génération d'après, on doit être capable d'être dans la parole, dans la discussion, dans la capacité à créer une écoute en face de nous. Et Moïse, quelque part, il a échoué ici parce qu'à cette génération des enfants, il aurait dû parler et pas frapper. Il aurait dû transmettre et pas démontrer. Et c'est pour ça que Moïse ici va échouer. Mais donc il échoue parce qu'il ne correspond plus au il est has-been. Il n'est pas has-been puisqu'il va rester pour toujours le maître. Et nous, aujourd'hui, quand vous allez dans une école talmudique ou dans une école juive et que vous étudiez un texte aujourd'hui, vous parlez de Moïse au présent. On dit Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, il est notre maître au présent. Donc, ce n'est absolument pas un échec, mais on a besoin qu'il incarne pleinement ce rôle et que si il est dans un échec ensuite, alors ça va un petit peu abîmer tout ce qu'il aura apporté au peuple d'Israël pendant ces 40 ans et cette révélation que nous continuons à apporter encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Sarah. C'est passionnant. Donc, je voulais absolument qu'on prenne conscience à travers cet exemple parce que c'est assez riche en fait. Il y a l'idée de ne pas incarner son échec, de ne pas être son échec, de ne pas essentialiser, comme on dit, l'échec, mais de sortir de ça en fait, de le mettre à distance. Voilà. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Sarah. Alors, moi, ce qui m'est apparu spontanément, c'est que j'ai eu l'impression que finalement, on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Sartre disait, plus tu échoues, plus tu existes. C'est-à-dire que quand quelque chose est facile, finalement, on ne va pas aller puiser dans nos ressources les plus profondes. Par contre, quand on se plante, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, comme tu disais, Sarah, là, on est obligé de se creuser la tête et on est obligé de se retrousser les manches et de se déployer. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus, Judith. Voilà, tu nous as raconté ton parcours, tu nous as pas parlé, mais tu peux nous en parler aussi de tout ce qui s'est passé dans ta vie d'un point de vue personnel, parce que c'est très riche. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus appris de tes échecs que de tes succès? Est-ce que tu savoures les choses aujourd'hui d'une manière très, très différente que si tu avais tout réussi dès le jeune âge de 20 ans ou 22 ans? Alors, c'est une question très intéressante, Nathalie. Alors, il y a un point, alors je vais être un petit peu directive, sur lequel je ne suis pas d'accord du tout. C'est ce mot d'échec. Je pense qu'il n'y a pas d'échec du tout. De toute façon, il n'y a pas d'échec du tout. Moi, j'aime bien souvent, tu sais, quand je reçois mes clients, donc je suis avocate, je leur dis toujours, ils viennent souvent un peu comme on va chez le psy, ils déposent leur valise devant la porte, ils disent, voilà, occupez-vous de mon dossier. Et très modestement, j'ai une sorte de méthodologie qui fonctionne plutôt bien, c'est qu'en tout cas au démarrage, mais tout le cours de la procédure, mais particulièrement au démarrage, je souhaite faire de mon client qu'il soit véritablement mon collaborateur, c'est-à-dire qu'il s'implique de manière active dans son dossier. Et je lui demande, faites une petite tâche, quelque chose, pour vous réapproprier ce qui vous arrive. Et les gens arrivent, souvent, ils décrivent, voilà, j'ai des problèmes au travail, j'ai eu un grave accident, j'ai frôlé la prison, j'étais en garde à vue, je suis en train de divorcer, je ne sais pas. Ce qu'on pourrait entendre comme étant un échec, une difficulté d'existence, qui, plus que ça, plus qu'une difficulté de l'existence, c'est une difficulté existentielle et qui marque, tu vois, qui va marquer la personne comme ça en disant, voilà, moi, je représente ça. Donc, cette notion d'échec, je la refuse complètement parce que moi, quand je regarde mon chemin, je me dis que tout ce que j'ai fait dans mes trajectoires professionnelles font aujourd'hui l'avocate que je suis et que je n'aurais jamais été par ailleurs. Jamais. Donc,
je m'étais arrêtée, je vous avais raconté, voilà, vraiment, j'ai fait donc une expérience en banque d'affaires, en société de gestion de portefeuille, un petit peu à l'instar de Boris, je me suis sentie complètement déshumanisée. Un moment, badger le matin, rebadger le soir, m'occuper de régler a posteriori des problématiques, des contextes de crise financière mondiale. J'ai l'impression d'être un petit point dans un rouage, d'avoir mon badge à l'autorité des marchés financiers à l'AMF et d'avoir une jolie carte de visite, de travailler sur les Champs-Élysées, de bien gagner ma vie. Mais je m'ennuie à mourir. J'avais l'impression vraiment d'être vidée de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là, finalement, on ne se refait pas étant tombée dans la marmite toute petite, c'est-à-dire dans le monde du droit, ayant assisté à des cours d'assises, ayant vu mon père plaider toute petite à 9-10 ans. Je suis là, cette fois-ci, à 33 ans, j'ai atterri au cabinet de mes parents. Et toujours pas en tant qu'avocate, en tant que juriste en cabinet d'avocat. Et là, ne pouvant pas plaider, je vous fais ça très, très brièvement, donc j'ai dû trouver une manière de pratiquer le métier d'avocat sans l'être. Et donc, je me suis spécialisée pendant près de 7-8 ans sur ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits. J'ai beaucoup fait de médiation, de négociation, et j'ai forgé une expertise dans ces domaines-là, en droit de la famille, en droit du travail, en préjudice corporel. Et à côté de ça, j'ai réactivé ce que mon père avait fait il y a à peu près 30 ans. J'ai fait des petits déjeuners juridiques auprès des services sociaux, de grands groupes privés ou publics, des RH et des médecins du travail. Et donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et ce que je voulais aussi te dire, alors peut-être je bifurque un petit peu de la question, mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, j'avais toujours ce truc un peu à côté, Nathalie, en me disant, je ne le voyais pas comme un échec, je me suis dit, oh là là, je ne suis pas encore avocate quand même. Et ce biais-là, ce biais qui est une sorte d'angle mort, qui ne veut rien dire, tu vois, de dire, ça t'empêche de voir tout ce que tu réalises. Et après 8 ans, je me suis retournée, là j'avais donc 39-40 ans, je me suis dit, c'est incroyable, j'ai quand même fait 400 petits déjeuners juridiques, j'ai fait 30 webinaires, j'ai fait 30 formations, j'ai initié une forme de manière d'exercer le droit à ma manière, mais qui fonctionne bien. À ma manière, et qui fonctionnait bien. Mais je n'étais pas encore avocate. Alors, je me suis dit, OK, l'homme est chané, comme on dit en Israël. Je ne suis pas encore avocate, mais j'ai fait quelque chose. Et ce quelque chose, comme les petits cailloux du petit poussé, où je me dis, quand même, tu es fort de toutes ces expériences-là, dans le journalisme, dans la banque, en tant que juriste en cabinet d'avocat, dans la médiation, dans la négociation, dans l'organisation d'événements, en entreprise, tu es quelqu'un, quoi. Et donc, cette sensation-là, j'étais plus là. Et là, à ce moment-là, ça matchait. Et une sorte de, voyez, tu vois, comme dans le dessin animé, là, quand ils se sentent super forts. L'alignement. Voilà, l'alignement avec les petits. Je me suis dit, là, je me sens légitime. Et là, je m'y suis remise. Alors là, j'avais une petite fille là, de mon 3e enfant. J'avais mes 2 grands, j'avais ma petite fille, je travaillais à plein temps. Et ça m'a donné une pêche d'enfer. Donc, j'ai repris tous mes cours, etc. Et je l'ai réussi. Alors, j'étais plutôt très fière de moi parce que j'ai réussi même brillamment. Et quand je suis sortie de cet examen, j'avais une bonne note. Et même les jurés étaient venus me voir après, le magistrat, le bâtonnier, en me disant, madame, on vous félicite, vous avez eu la meilleure note de tout le jury de toute l'année. Et vraiment, j'avais une sensation d'accomplissement, tu vois, comme si ces 20 années d'un coup d'un seul s'étaient cristallisées dans ce moment-là. Alors, encore une fois, ce n'est pas que le fait de devenir avocate m'a fait enfin devenir moi-même et qu'avant, c'était l'échec. Et là, maintenant, tout de suite, non. Tu vois, mais c'est ce que disait Steve quand il disait, quand on a une histoire à raconter, quand on a quelque chose à faire, une mission à exercer, en fait, on finit par la faire, mais sous une autre forme. Et c'est ce que tu avais fait, en fait, pendant toutes ces années-là. Exactement, Nathalie. Et à ce moment-là, et dès que j'ai prêté serment, et c'est assez incroyable, et je vais terminer là-dessus, toutes mes expériences professionnelles précédentes ont pris une dimension vraiment XXL. C'est-à-dire, encore une fois, je vous dis tout ça très modestement, parce que tout ça, c'est le fruit de travail sur des décennies, etc. Mais les clients sont arrivés à moi assez rapidement. J'avais des projets aussi médias sur le monde du droit, en entreprise, les clients institutionnels arrivent. Et donc, en ce moment, je suis dans une sorte de tourbillon extrêmement positif qui me remplit énormément, où je crée des réseaux professionnels autour de moi, que ce soit dans le monde des avocats ou en dehors du monde des avocats, où je côtoie plein d'autres professionnels. Il y a cette association des Amis du Rav Sachs que j'ai initiée et qui, là aussi, commence à prendre beaucoup d'ampleur et en Israël et en France, et ça me réjouit beaucoup. Et comment dire, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des chemins de vie qui ne sont pas des chemins qui sont parsemés d'échecs et de réussites, mais des chemins de vie qui font qu'à un moment, tout ça
prend une dimension qui va arriver, qui va donner toute sa lumière, toute son amplitude et qui va ressortir avec beaucoup plus d'acuité. Mais je veux juste rajouter quelque chose, 30 secondes, c'est que souvent, nous les femmes, on a une sorte de syndrome soit de l'imposteur ou de perfectionniste, c'est qu'on va être parfaite partout. Et si on n'est pas parfaite partout, eh ben on a l'impression qu'on n'a pas réussi ou qu'on est en échec. Ou alors, on attend beaucoup l'assentiment de nos proches. On attend l'assentiment de mari. On va en parler en conclusion tout à l'heure, parce que c'est vrai, tu as raison, il y a une manière de vivre, entre guillemets, l'échec ou de se juger qui est différent chez les hommes et chez les femmes. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Judith. Alors, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un point commun, le fait de vous être mis à nu, le fait d'avoir eu la gentillesse ce soir de partager vos zones de vulnérabilité, vos fragilités parfois, ce qui sont des choses qu'on ne fait pas trop en général en société. Ça vous préserve en fait de votre ego, d'une forme d'arrogance, et ça vous met dans une posture d'humilité quasi naturelle. Et moi, ce que ça m'a évoqué, c'est que finalement, cette posture d'humilité, elle vous permet de connecter plus facilement avec les autres. Elle vous donne une qualité d'échange, d'authenticité, qui doit, à mon avis, améliorer votre rapport aux autres, tout simplement. Alors voilà, je voudrais savoir, est-ce que Joseph, tu le ressens, le fait d'être passé par ce que tu es passé, est-ce que tu as l'impression voilà, le fait de ne pas être dans l'ego, est-ce que tu le réalises ça au quotidien? En fait, ce que je réalise donc depuis cette époque, et ça fait donc maintenant 3 ans que j'ai réussi à opérer cette transformation qui m'a maintenant rendu plus fort, et en effet, par rapport à ce que tu dis, c'est que en fait, je me pose toujours la question de ce qui est dans l'absolu. On parlait d'absolu avec le mot échec en hébreu, et ce qui est dans le relatif. D'accord? Ce qui est dans l'absolu, c'est, encore une fois, c'est le jour où je vais quitter cette terre, ce sera absolu. Le jour où il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur moi, qui pense quelque chose ou qui me regarde d'une certaine façon, et même si c'est moi-même qui me regarde de cette façon parce que je n'ai pas réussi à faire quelque chose que j'aurais voulu faire, il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme je l'aurais souhaité. Donc, c'est facile de dire que ça, c'est un échec. Non, c'est juste la vie normale en vérité. Okay, la vie est décevante. Si tout se passait exactement comme on voudrait que ça se passe, on serait Dieu, on ne serait pas homme. D'accord? Alors, par rapport à ma question. Donc, par rapport à ta question, si tu veux, le fait que on n'a pas de problème à pouvoir parler des aspérités de notre existence, de notre persona, de notre ego, parce que, encore une fois, c'est un jeu social, c'est un masque, on le sait. Et là, tu as l'impression d'avoir retiré le masque? Non, le masque, il existe toujours. Tu m'as présenté comme étant comme ci, et comme étant comme ça, et comme étant comme ça. Ok, c'est mes fonctions, c'est ce que j'ai décidé de faire de mes heures et de mes jours. Mais c'est pas toi. Mais c'est pas toi. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que oui, tu pourrais avoir d'autres choses, quoi. J'ai peut-être les talents pour faire ces choses-là. C'est parce que je peux croire à ces choses-là. Quand on parle de l'Alliance des jeunes bacheliers français, par exemple, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement comme étant une solution de l'Alliance. Donc, c'est pour ça que j'y passe des heures. Quand je veux maintenant, et je réfléchis à cette école du bien-être mental, c'est que j'y crois parce que moi-même, je l'ai déjà vécu. Et par rapport à ce qui était mon métier en Europe pendant 20 ans et que je continue à faire ici aujourd'hui, je sais que je sais bien le faire parce que j'ai les compétences de le faire et c'est ce qui me permet de mettre de la nourriture sur la table de ma famille. Donc, je le fais parce qu'a priori, je sais le faire. Mais si je saurais faire autre chose, j'avais l'opportunité de faire autre chose. Oui, ça ne te détermine pas. Je pourrais le faire aussi. Et toi, Anne-Laure, qui, avec le parcours de vie que tu as, le fait que tu es en train de t'ouvrir à d'autres domaines aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tout ce que tu as vécu, ça te donne une humilité qui fait que
c'est fluide au niveau des relations humaines. Alors, je peux aussi rajouter que tu es mentor business dans le programme que j'ai créé pour entrepreneurs. Donc, voilà, où tu as aussi un super rapport direct avec les gens que tu coaches. Oui, en fait, il y a une notion pour moi qui est très intéressante dans l'échec, c'est de vivre de nouvelles émotions. Donc, ce sont des émotions qui sont négatives, mais malgré tout, ça nous change de notre train-train habituel et ça nous met face à des situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Et donc, on va pouvoir s'observer et voir comment on réagit face à ces émotions-là. Et donc, on apprend énormément sur soi et la manière, justement, enfin, la manière dont on aborde l'échec et vis-à-vis des autres également. Et moi, par exemple, enfin, j'ai réalisé comment je pouvais réagir au stress, à des situations de stress, à l'adversité. Et voilà, j'ai découvert tellement de choses. Comme par exemple le fait que je suis très persévérante, je ne me laisse pas abattre par oui, donc en fait, l'échec t'a aidé à progresser dans la connaissance que tu as toi-même. Exactement. Et notamment vis-à-vis des autres, je me suis rendu compte que mon souci numéro 1 était de protéger tous ceux qui éventuellement pouvaient être impactés par cet échec. Ah oui, ça rejoint un peu Joseph avec ce qu'il a vécu et sa volonté aussi de diffuser son message. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu veux quoi? Tu veux coacher, tu veux partager ton expérience? Alors, aujourd'hui, oui, partager mon expérience. En fait, ça m'a permis de comprendre qui j'étais. Ça a été un énorme apprentissage et ce que je voulais faire, en fait, Voilà. ce que j'étais capable de faire maintenant après cet échec, qui je suis et qu'est-ce que je vais devenir. C'est tellement riche ce qu'on apprend que ce que je vais faire, je n'aurais pas pu le faire si j'étais pas passée par cette phase d'échec justement, par tout cet apprentissage en fait. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai quitté mon ancienne société, jamais j'aurais pu prétendre à ce que je veux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que une page blanche s'ouvre devant moi et que j'ai 1 million de possibilités. Et voilà, ce que j'aurais pas pu faire avant. Et tout ça, c'est grâce à ce que j'ai vécu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, alors, pour terminer, le mot de la conclusion, je vais le confier à Emmanuel. Alors, Emmanuel est ce qu'on appelle une plume. Elle écrit pour les autres. Elle est experte de storytelling et elle va nous donner quelques clés sur le récit de nos échecs. Comment parler de nos échecs? Voilà, Emmanuel, c'est à toi. Je mettrai ton petit... voilà. Dessin. Ouais, tu peux le garder pour plus tard. Je te dirai quand même. Ok. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup de toutes ces très belles interventions qui m'ont précédée. Comme Sarah, je me sens un peu moins courageuse parce que moi, je ne vais pas parler de mes échecs personnels ou professionnels. Je vais apporter un éclairage un petit peu différent sur le thème de l'échec et je vais parler de la manière dont on raconte nos échecs. Et en fait, je pense que le récit n'est pas moins intéressant que l'échec en lui-même, parce que les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes ou aux autres forment et forgent notre réalité. Et je vais vous donner un exemple qui est assez flagrant pour illustrer mes propos. Je vais vous donner l'exemple de Steve Jobs. Alors, quand Steve Jobs dit que se faire virer de chez Apple est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, le moins qu'on puisse dire, c'est que son récit de l'échec est plutôt positif. Et sans surprise, c'est aussi une prophétie autoréalisatrice qui lui a permis de transformer cette grande claque, parce que son renvoi était vraiment une grande claque, en un tremplin vers la réussite que l'on connaît tous. Alors, comme l'a dit Nathalie, moi, je dirige une agence boutique qui s'appelle Message Lab, et qui est à l'intersection entre le storytelling et la stratégie de marque. Donc, mon expertise, c'est vraiment les mots et la création de narratifs, et c'est uniquement dans cette perspective que je vais analyser l'échec. La deuxième chose que je dois dire pour
pour éclairer un petit peu mon approche, c'est que ça fait 15 ans que je vis dans une culture anglo-saxonne dans laquelle la perception de l'échec n'a rien à voir avec notre expérience à nous de Français. Moi, j'ai vécu à New York il y a 12 ans maintenant, à la grande époque de ce qu'on appelait les fucked up nights, où tout le monde venait raconter ses échecs et se faisait applaudir à la fin du récit. Donc, moi, je viens avec une perspective qui est vraiment, vraiment, vraiment différente. Alors, sur le mot échec, je voudrais vous raconter un cas sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler récemment. Au mois de juin, mon associé et moi, on a été contactés par une femme d'affaires, encore une fois anglophone, australienne, une femme d'affaires brillante, ce genre de femme qui donne l'impression que tout ce qu'elle touche se transforme instantanément en or. Et en fait, quand on l'a rencontrée, elle était fondatrice et directrice d'une organisation dans le domaine des droits de l'homme. Elle était l'invitée régulière des plateaux télé. Elle faisait partie des commissions de travail de l'ONU sur le sujet des droits de l'homme et elle avait publié 5 livres. Et quand elle vient nous voir, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, écoutez, voilà, je suis dans une situation d'échec pas tenté et je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, tout ce que j'ai entendu précédemment pendant cette discussion sur le ressenti de l'échec et la réalité de l'échec m'a beaucoup parlé, parce que ce cas en particulier était un exemple brillant de ce type de situation où la personne ressent un échec qu'on ne peut pas nier parce que c'est son ressenti, mais la réalité n'est pas tout à fait adéquate. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle ressentait un échec? En fait, elle ressentait un échec parce qu'elle avait donc créé cette organisation dans le domaine des droits de l'homme. Elle l'avait dirigée pendant 17 ans et elle avait l'intention d'en démissionner. Et cette démission, dans sa tête, était égale à un échec. Dans sa tête, démission égale échec. D'accord? Et elle vient nous voir parce que la perception de l'échec est tellement forte qu'en fait, elle n'arrive pas à sauter le pas, elle n'arrive pas à démissionner. Et très concrètement, elle a 2 choses à nous demander. Elle nous demande de rédiger la lettre de démission qu'elle doit donner à son board. Et elle nous demande de rédiger le communiqué de presse qu'elle doit donner à la presse pour faire part au public de sa décision. Et encore une fois, elle est vraiment bloquée sur ce qu'elle considère être un échec. Alors moi, comme j'ai expliqué, je travaille avec les mots. Et j'ai donc fait un exercice très simple. Je lui ai dit, mais quel mot tu associes à l'échec? Et là, elle m'a donné cette liste que j'aimerais partager avec vous parce que je la trouve très parlante. Elle me dit, voilà, pour moi, l'échec, ce sont les mots suivants. L'abandon, la honte, le rejet. Et en fait, c'est une sorte de mort pour moi, l'échec. Donc, c'était pas très étonnant avec ça en tête qu'elle n'arrive pas à sauter le pas, à démissionner et à faire part de cette décision en public. Et comme on travaille avec les mots, je lui ai demandé de faire un exercice qui était tout aussi simple et je lui ai demandé, après avoir écouté et validé son ressenti d'échec, je lui ai dit, est-ce que tu peux essayer de réfléchir au mot suivant à la place d'échec? Est-ce que tu peux réfléchir au mot pivot, transition, transformation et nouveau chapitre? Et je ne dis pas que ça a été immédiat parce que ça ne l'a pas été, mais après quelques heures de travail, Caroline, qui ne savait pas comment parler de cet échec, a pu mettre des mots simples sur cette décision de démission qu'elle associe à un échec, alors que l'exercice lui paraissait tout à fait impossible quelques heures auparavant. Donc, le premier conseil que je voudrais donner, parce que Nathalie m'a chargée de la partie travaux pratiques de cette session, donc le premier conseil pratique que je voudrais donner, c'est tout simplement le suivant. C'est de faire attention au choix des mots et de reformuler, de décrire l'échec en des termes qui sont plus neutres et qui sont moins chargés, parce que qu'on le veuille ou non, dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif, le mot échec est associé avec la culpabilité, la faute, le remords, la honte et le rejet. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je voudrais donner, et c'est là où tu peux mettre mon petit graphique à l'écran, Nat, c'est qu'en fait, quand on vit un échec, il faut le replacer dans un schéma narratif qui est plus large. Okay, la structure narrative qu'on apprend tous au lycée, c'est la suivante. On a une intro, un élément perturbateur, c'est la ligne horizontale que vous pouvez voir là à l'écran, et la conclusion. Donc, en anglais, cette structure narrative classique s'appelle The Hero's Journey. Okay, donc, encore une fois, l'intro, tout va bien. L'élément perturbateur, c'est la ligne centrale qui vient traverser notre cercle.
suivi de l'inévitable chute de notre héros, qui s'appelle là sur le graphique « Trials and Failure ». OK ? Si j'arrête mon histoire tout de suite après l'élément perturbateur, au niveau de l'échec, eh ben, je suis mal partie pour une happy end. OK ? Comme le dit Adam Grant, qui est un professeur de psychologie ultra connu aux États-Unis et qui enseigne à Wharton, vivre dans le moment présent après un échec est une très mauvaise idée. Il dit clairement pas de mindfulness après un échec. On ne s'arrête pas à l'instant T de l'échec. Il faut replacer l'échec dans un schéma narratif plus large qui permet au héros et qui nous permet à chacun de nous de rebondir, de tirer les leçons de son échec et de repartir renforcé. Si je reprends l'exemple de ma cliente Caroline, quand elle a replacé sa démission ou ce qu'elle appelait son échec dans un narratif plus long et plus large, ça lui a permis en fait d'informer son board et d'informer le public qu'elle démissionnait tout simplement pour faire un doctorat dans le domaine des droits de l'homme et que ça allait lui permettre d'ajouter une activité de thought leadership ou de think tank à la fondation qu'elle avait créée 17 ans auparavant. Donc, d'un récit d'échec, elle est vraiment passée à une success story grâce à ces deux conseils très simples qui étaient la reformulation dans des termes plus neutres et qui impliquent moins de jugement et replacer notre échec dans un schéma narratif qui est plus long et qui nous permet de nous donner une chance de rebondir. Merci beaucoup, Emmanuelle. Alors, la temporalité, mais c'est vrai que la temporalité, on n'en a pas parlé. C'est vrai que si on prend les choses à l'instant T ou si on attend 5 ans, 10 ans pour le maturer, le digérer et rebondir, on aura une sensation qui est effectivement différente. En fait, pour confirmer tes propos et pour conclure, je voulais partager avec vous 2 citations. La première, c'est une citation d'Einstein qui disait « All failure is a success in progress ». Donc, en français, tout échec est un succès en gestation. Tout dépend vraiment de la manière dont on veut bien regarder nos échecs, dont on veut en parler, et est-ce qu'on s'arrête au moment T de l'échec ou est-ce qu'on essaye de regarder un peu plus loin? Ça, c'est la première chose. La deuxième citation, c'est une citation d'Adam Grant que j'ai déjà citée, qui est prof de psychologie à Wharton, et qui dit la chose suivante que je trouve brillante, surtout en tant que spécialiste des mots. Et en fait, il dit ça. Je vous la lis en anglais parce que j'ai peur de la déformer en français et après, je ferai une traduction un peu grossière. Il dit la chose suivante. Take away the fear. Instead, treat failure as a normal part of the learning process. And perhaps we should just toss the word entirely. Donc, en français, arrêtons avec la peur. Regardons l'échec comme un passage obligé dans tout apprentissage. Et en fait, on devrait peut-être juste jeter le mot échec à la poubelle. Et en fait, je voudrais finir là-dessus. Et je voudrais suggérer que oui, peut-être, on pourrait jeter le mot échec à la poubelle parce que c'est un mot qui a un passif trop lourd. Qui dit échec dit culpabilité, faute, remords, honte, rejet, comme ma cliente me l'a dit, mort. Et si on veut normaliser l'échec avec un tel passif, on est plutôt mal parti. Peut-être qu'on devrait vraiment prendre Adam Grant au mot et remplacer le mot échec par un mot plus neutre. On pourrait penser au mot erreur. Et je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on attendrait d'un être humain qu'il vive toute une vie sans commettre la moindre erreur? Waouh! Merci beaucoup, Emmanuelle. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère que vous êtes encore là et que vous êtes toujours avec nous, mais j'ai l'impression que oui. Je voudrais vraiment remercier les super intervenants qu'on a eus ce soir. D'abord parce que ce n'était pas un exercice facile, parce qu'ils se sont dévoilés, parce qu'ils ont tous dit oui quand je leur ai demandé avec beaucoup de spontanéité et de fluidité comme j'aime. Voilà, alors est-ce qu'il y a parmi vous, je suis contente, il y a des caméras qui se réouvrent, hein, c'est bon signe, vous êtes toujours là. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des questions sur notre thème précises à un intervenant ou à plusieurs? Voilà, il est tard, donc on va pas prendre beaucoup de questions, mais
je veux pas non plus aller vous laisser dormir avec cette question comme ça sur le bout de la langue. Donc voilà, est-ce qu'il y a des réactions, des questions précises? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou alors voilà, vous pouvez prendre la parole. Et puis après, on va se quitter. Et puis voilà, ceux qui ont envie qu'on continue la discussion, qui veulent que je leur parle du programme, bah, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail et voilà. Et puis, je vous rappelle que cette soirée a été enregistrée, donc je vous enverrai le replay. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Maxime, tu as une question pour Joseph. Alors, vas-y, pose ta question. Alors, bonjour Joseph, j'ai travaillé dans un métier, enfin je travaille toujours dans un métier à risque, je travaille à la préfecture de police de Paris et quand j'ai entendu votre histoire, vous avez dit un truc qui m'a vraiment frappé et quand vous dites échec et maths, et justement on dit maut en arabe pour dire que c'est la mort et vous êtes passé par une maladie qui vous a fait toucher de très très près la mort. Et est-ce que quelque part, c'est pas en acceptant, enfin, ça peut paraître violent ce que je dis, mais c'est d'accepter la mort pour ne plus avoir peur. Je sais, enfin, ça peut paraître bizarre comme question, mais On va le laisser répondre, on va voir. Non, c'est pas bizarre comme question, je pense qu'elle est tout à fait valide. Mais je vois pas le lien par contre avec la notion d'échec là en tant que tel par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais je pense que c'est un sujet à part entière, c'est-à-dire de l'appréhension. La peur de la mort, oui. Voilà, la peur de la mort, l'appréhension de la mort. Est-ce que la mort est un échec? Alors peut-être c'est la façon de le remettre dans le sujet d'aujourd'hui. Peut-on mettre la mort en échec? Ou la mort est-elle un échec? Pour moi, oui, c'est l'échec ultime, de toute façon. Puisque, a priori, si vous voulez, la chose principale et primordiale que l'on doit préserver, protéger pour nous et dans le monde, c'est la vie. Donc, la chose importante, c'est de protéger sa vie, c'est de favoriser la vie, des gens qui nous entourent, de favoriser la vie dans une dimension potentiellement même écologique. Alors, je ne veux pas faire un discours écologique politique aujourd'hui, c'est pas ça. Mais peut-être que la chose principale qui doit nous diriger dans nos actions, c'est peut-être ça. Est-ce que pour autant, on doit avoir peur de la mort? Moi, en l'occurrence, par rapport à mon expérience personnelle, c'est vrai que j'ai moins peur de la mort aujourd'hui que je n'ai eu peur de la mort dans le passé quand j'étais plus jeune. Je pense que dans la société d'aujourd'hui, on fait un tabou de la mort qui fait que tout le monde en a peur et qui crée peut-être cette sensation un peu de stress, d'anxiété qui est peut-être un peu trop présent dans la société aujourd'hui à travers les personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci Joseph. Alors Jean-Marc, tu es là, Jean-Marc Link. Voilà, tu voulais compléter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Je te laisse la parole. Non, c'est dit dans le chat que dans certaines des études que j'ai faites sur des sages de la pensée chassidique, ils ne parlent pas de péché, de chataïm, ils disent des taouyot, des erreurs. Et ça nourrit ce avec quoi Emmanuel a terminé, et je m'identifie à cela. Des séries d'erreurs qui sont légitimes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Ok, parfait. Est-ce que vous avez, nos intervenants, des choses que vous voulez rajouter, des commentaires, des choses que vous n'auriez pas pu dire et qui vous tiennent à cœur? C'est le moment. Boris, on t'a un peu perdu en route à un moment donné, mais tu es de retour.
Désolé Nathalie, j'ai un gros bug. Il y a plein de choses qui marchent ici, mais les opérateurs Wi-Fi téléphoniques, c'est pas ça encore. C'est vraiment pas ça. Non, peut-être juste beaucoup d'interventions qui m'ont touché. Je reviens sur ce que dit Joseph à l'instant. La peur de la mort, alors c'est un grand débat, on va entrer dans une discussion philosophique, c'est pas le sujet, mais je vois pas les choses de la même manière. Je pense que ça fait partie des peurs, justement, qu'il faut pouvoir analyser le plus froidement possible, si tant est que ce soit possible, pour justement sortir d'un schéma qui nous pousserait à ne pas prendre de risques et à ne pas connaître d'échecs, justement. Et là, j'y vois un danger. Alors, la peur de la mort, c'est une espèce de peur ultime, hein, c'est la fin de la vie, mais est-ce que la vie aurait un sens si on n'avait pas la mort au bout du tunnel? Donc, c'est pareil finalement pour un parcours professionnel. On peut très bien, quand on intègre une entreprise, se retrouver sur un poste et puis durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, comprendre et accepter les codes, être reconnu, et puis finalement, sans risque, jusqu'à la retraite, mener une vie tranquille, à l'abri, à toucher son salaire tous les mois et puis pépère. Après, c'est une question très personnelle, c'est pas comme ça que je vois tout à fait les choses. Au cours de ma carrière, j'ai pris un tournant plutôt carrément radicalement différent à vouloir prendre presque tous les risques, parce que c'est ce qui me fait vibrer. Je ne suis pas suicidaire non plus, mais voilà, j'estime qu'il faut vraiment relativiser ces peurs, justement, pour nous permettre d'aller de l'avant et pour tenter les choses. On risque sinon de se retrouver dans un schéma assez Mais tu sais, Boris, vous êtes quand même un peu d'accord parce que le fait de ne plus avoir peur de la mort parce que peut-être on l'a frôlé fait qu'après, on est en mesure de prendre les risques. Ah oui, tu tout vois. à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et juste une dernière remarque, je réagis au propos de Sarah, c'était très, très, très intéressant. Et sa définition du mot, sa traduction du mot nes en hébreu, elle l'a traduit avec le mot épreuve. Mais moi, dans mes cours d'hébreu à l'Ulpan, j'ai avant tout appris que c'était le mot expérience. Et c'est intéressant ce rapprochement, en fait, d'un même mot qui voudrait dire épreuve et expérience. Et on vit tous une succession d'expériences qui peuvent toutes nous faire avancer si on a le courage de les lire pour ce qu'elles sont, à savoir des moments de vie qui sont formateurs, et quel que soit même dans une intensité assez extrême. Merci beaucoup. Merci, Boris. Du coup, tu as conclu cette soirée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, j'ai encore plus découvert les intervenants. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Ça sera un nouveau thème. Ça sera peut-être en vrai si la situation sanitaire le permet. Ça sera peut-être à Paris si j'arrive à y aller. Qui sait, tout est possible. En tout cas, voilà, je vous remercie. J'ai eu l'impression ce soir que les valeurs du programme Chaim Rabim étaient là, avec l'authenticité, l'échange et surtout la rencontre avec l'autre. Puisque moi, personnellement, ce sont ces valeurs-là qui me font vibrer. Voilà. Alors, bonne soirée à tous et merci pour votre participation. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir, merci. Merci, au revoir. Bye, bye.